Bonjour à toutes et à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau webinaire Orientation ose les métiers de l'industrie du futur. Je me présente, je suis Martine Assar, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la Direction générale de l'Institut Mines Télécom. Et comme vous le savez, l'IMT, ce sont 8 grandes écoles, 7 écoles d'ingénieurs, c'est aussi une école de management qui forment plus de 13 300 diplômés donc, par an. Et c'est aussi un réseau d'une dizaine d'écoles partenaires. Alors aujourd'hui, ce webinaire nous conduit dans le Loiret, à Ferrières-en-Gâtinais, plus précisément, où nous sommes donc dans l'entreprise Redex Group, une belle ETI familiale qui va pouvoir nous expliquer un petit peu l'ensemble de ses activités, ses projets également. Mais avant de rentrer un petit peu dans le programme de ce webinaire, je vous partage juste déjà un tout petit lien, tout petit sondage pour simplement nous expliquer un petit peu, enfin en savoir un petit peu plus sur voilà, qui vous êtes. Pendant ce temps, effectivement, je vous rappelle aussi que ce webinaire est aussi une déclinaison du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur, dont je vous partage tout de suite un petit lien. Et je voulais également vous dire que ce MOOC, comme nous sommes en période de congé scolaire, c'est un parcours découverte sur l'industrie pour mieux la connaître. Ça vous permettra d'être plus familiarisé avec 6 grandes fonctions clés, 18 métiers, accessibles aussi bien en formation initiale qu'en formation professionnelle. Donc, n'hésitez pas, pendant ces vacances, à faire un petit tour du côté de ce MOOC qui est hébergé sur la plateforme FunMOOC et qui vous permettra d'en savoir un petit peu plus. Alors, comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui donc à Ferrières-en-Gâtinais, chez Redex, où nous allons un petit peu mieux connaître cette entreprise, ceux qui contribuent à son activité, également mieux percevoir aussi voilà, l'écosystème de ce territoire, de ce bassin de vie, pour mieux comprendre quelles sont finalement les interconnexions, les relations pour que tous ces acteurs économiques et académiques puissent collaborer de la meilleure manière qui soit. Ensuite, nous aurons, puisque vous le savez, dans ce programme, aussi un temps pour présenter une petite séquence ONICEP qui vous permettra d'avoir en tête un petit peu les différentes voies d'accès à ces métiers industriels. Et vous aurez également, en toute fin d'émission, un temps dédié pour vos questions et vos réponses. Donc, n'hésitez surtout pas à simplement les poser. Au fur et à mesure que tous nos intervenants vont passer, si vous avez des questions pour eux, on vous invite d'ores et déjà à les mettre sur le chat. C'est dans le petit espace discussion que vous avez au bas de votre écran. Alors, sinon, avant de donner la parole à Sylvie Bernard-Grandjean, qui est la chef d'entreprise de Redex, je voulais aussi vous présenter ma co-animatrice du jour, qui, pour les plus fidèles d'entre vous, n'est pas inconnue totalement, puisque au mois de février dernier de cette année, c'était chez elle, dans son entreprise, Esaris Group, que nous étions, à Illkirch-Grafensteinen, pas loin de Strasbourg. Et pourquoi j'ai invité Anne-Sophie? Parce que j'avais comme co-animateur Bruno Grandjean de Redex également, qui avait co-animé ce webinaire. Et voilà, et Anne-Sophie, n'étant pas loin, en tout cas à distance raisonnable de Ferrières, je me suis dit que c'était un petit clin d'œil intéressant. Mais le hasard de la situation a fait qu'aujourd'hui, malheureusement, nous ne pourrons pas avoir le privilège d'avoir Bruno parmi nous parce qu'il est souffrant, mais il nous regarde. Donc, on lui fait un petit coucou. Et du coup, on inverse un petit peu les rôles. Et avant de démarrer, Anne-Sophie, je te passe rapidement la parole pour te représenter à nos internautes. Bonjour à tous. Merci Martine de m'accueillir aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de collaborer avec l'IMT notamment.
Esaris Industries est un groupe qui est partenaire de l'IMT depuis maintenant presque 2 ans. Et je vais vous représenter un peu qui est ce groupe. Donc, nous sommes acteurs de l'industrie, on va dire, de l'électromécanique. À ce titre, nous fabriquons des contacts, des connecteurs, des systèmes électromécaniques dont la vocation est la sécurité. C'est-à-dire que nous œuvrons non pas dans le marché de masse, mais dans le marché de la petite et de la moyenne série, là où la sécurité est très attendue. Notre terrain de jeu, comme le disent les pros de notre environnement, c'est l'environnement sévère. Et ça suppose, en fin de compte, beaucoup de contraintes qui vont s'appliquer dans la définition des produits que nous allons mettre en œuvre et fabriquer. Nous sommes situés, comme le disait Martine, à Elkirch, là où se situe le siège de l'entreprise. L'entreprise est une entreprise familiale. L'actionnariat est essentiellement détenu par la famille. Et BPI est actionnaire à 10% sur l'activité d'Esaris Industries. Nous avons 7 sites principaux. Nous sommes établis en France donc sur 5 sites principaux et nous avons 2 sites majeurs à l'étranger, dont un grand site en Tunisie où nous fabriquons notamment tout ce qui est harnais, câblage et systèmes de connexion pour le militaire notamment. Nos activités, on les trouve essentiellement dans l'industrie de l'armement, dans la défense, on va dire, sur les engins. On va retrouver nos produits sur les voies ferrées pour assurer la sécurité des voies, mais aussi pour gérer l'interdistance entre 2 trains. Nous sommes présents dans le médical et aussi globalement dans l'énergie. Tout ce qui est énergie électrique, nous conduisons l'énergie électrique. Mais le flux électrique, quelque part, c'est celui qui nous permet en fin de compte d'exister, puisque à travers lui, nous fournissons certes l'électricité, mais aussi toutes les datas qui vont pouvoir être transportées via cette fée électricité. En ce qui me concerne, j'appartiens au comité de direction de l'entreprise. Nous sommes 6 au comité de direction et je m'occupe de toute la partie développement de l'entreprise. Développement notamment produit, donc j'ai la direction technique et donc mon métier c'est de prévoir demain. C'est de faire en sorte que les produits d'aujourd'hui perdurent, mais c'est surtout de faire en sorte que les technologies que nous développons soient celles qui nous permettent de pérenniser l'activité de l'entreprise. Donc nous sommes organisés avec un bureau d'études que je dirige, qui est réparti sur plusieurs sites, puisque dans ces temps modernes, nous prenons les talents là où ils sont et nous faisons en sorte surtout qu'ils soient heureux dans l'entreprise, là où l'environnement leur convient le mieux. Pour revenir sur qui je suis, j'ai un double parcours. J'ai une formation matériaux puis une école de commerce. J'ai œuvré longtemps dans des grands groupes, notamment dans les groupes sidérurgiques. Et donc mon expérience est essentiellement basée sur de la technique, du projet et naturellement du management qui est venu assez vite dans mon parcours puisqu'on m'a offert l'opportunité de gérer des projets internationaux qui étaient d'envergure et qui m'ont permis d'accéder progressivement à un comité de direction. Donc je suis dans un comité de direction maintenant depuis plus de 20 ans. Et oui, ça fait partie des choses que l'on a la chance d'avoir avec les cheveux blancs. Mais c'est très passionnant. Et rejoindre une ETI, ça a été pour moi, on va dire, une décision dont je suis ravie aujourd'hui, puisque je n'avais jamais imaginé le faire. J'ai commencé dans un grand groupe. Mais je suis ravie d'être dans une ETI parce que le champ des possibles est vaste. Tout est possible. C'est justement ce qu'on va voir. Tout est possible dans une ETI. Naturellement, tout le monde va dire qu'il y a des contraintes, mais il y en a autant dans un grand groupe que dans une ETI. Ce sont les mêmes. Exact. La seule différence, c'est que vous avez le pouvoir de décider. Donc, je dirais globalement, ce qui me caractérise, c'est que depuis quelques années, je décide. J'en suis ravie et surtout, je fais pousser les jeunes générations, puisque c'est quand même mon métier, c'est de m'assurer que la suite sera aussi bonne que le départ et que nous pourrons être là encore quelques années. Et c'est une très bonne transition, parce que je pense qu'effectivement, là, nous sommes dans une autre ETI qui a les mêmes aspirations également. Et j'en profite tout de suite pour accueillir donc Sylvie Bernard-Grandjean, qui est à la direction de Redex. Bonjour Sylvie.
Bonjour Martine. Merci infiniment de nous accueillir dans votre entreprise. Merci à vous d'être venus, d'avoir bravé le froid, la pluie et toutes les intempéries. Merci. Rien ne nous arrête. Exactement. Lorsqu'on a besoin de parler du futur de nos collaborateurs, des jeunes qui nous entourent, on brave toutes les intempéries. Exactement. Alors, Sylvie, vous savez que la tradition dans ces webinaires, c'est de commencer d'abord par votre parcours, avant que vous nous conduisiez justement à vos fonctions actuelles et nous dire également, finalement, qu'est-ce qu'on fait chez Redex, comment on le fait. Mais d'abord, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, moi, j'ai commencé comme toute bonne élève qui aimait bien les mathématiques, par être dans une école primaire pas très loin d'ici, dans un lycée pas très loin d'ici. Et comme j'étais une bonne élève, eh bien, classiquement, classe préparatoire en mathématiques, ce qu'on appelle les maths sup, maths spé, puis les concours d'ingénieur, parce que quand vous êtes un bon élève, eh bien, vous passez des concours. Comme en plus je suis une fille, je suis très attachée à bien réussir. Enfin, j'étais attachée à très bien réussir tous ces examens. Donc, bien sûr, concours d'ingénieur. Je suis devenue ingénieure en mécanique. En parallèle, je suivais aussi des études de mécanique à l'université. Donc, je suis allée jusqu'au ce qu'on appelait à ce moment-là le DEA en robotique mécanique. Ça n'existe plus, mais c'est un niveau Bac plus 5. Et comme ça ne suffisait pas encore, eh bien, j'ai poursuivi mes études aux États-Unis, où là, je me suis plus spécialisée en robotique. Donc, je suis partie à l'université de Stanford en Californie, où j'ai beaucoup travaillé sur la partie robotique, automatisme. C'est vraiment ce qui me passionnait à cette époque-là. Et donc, tout naturellement, j'ai commencé ma carrière aux États-Unis dans une entreprise qui était à ce moment-là très axée dans la partie électroménager et téléphonie. C'était le démarrage des téléphones portables. Donc, j'ai fait partie de cette vague de développement du marché du téléphone portable aux États-Unis. Et c'est là que j'ai commencé ma carrière. Alors, comment arriver ici à Ferrières-en-Gâtinais, depuis la Californie, Chicago, et puis revenir ici à Ferrières? Eh bien, c'est tout naturellement que cette entreprise familiale Redex, qui avait été créée par le grand-père de mon mari, nous avons été sollicités par la famille pour voir si on n'était pas intéressé à reprendre les rênes, ou du moins à accompagner le progrès de cette entreprise. Et mon mari et moi-même avons accepté ce gros challenge et avons fait en sorte que cette PME, d'il y a 25 ans, soit maintenant une entreprise de taille intermédiaire avec des compétences techniques très poussées, des savoir-faire exceptionnels et une présence à l'international, parce que c'était vraiment notre savoir-faire pour Bruno et pour moi-même. Cette présence internationale sont encore plus renforcées. Voilà. Donc, d'un parcours d'ingénieur relativement classique, me voici à la direction générale d'une entreprise à qui on a donné un souffle international très fort. On a poussé sur des marchés techniques encore plus spécifiques. Et à l'heure actuelle, Redex, donc c'est une ETI qui est basée à Ferrières-en-Gâtinais, et on ne renie pas du tout cette localisation. Au contraire, c'est une de nos forces. Un ancrage très fort, une façon d'aborder la vie qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut imaginer dans des grandes villes. C'est-à-dire qu'on est très terrain. Pour autant, notre esprit, il est très international. 85% à 90% de notre chiffre fait à l'export. Ça veut dire que voilà, notre façon de travailler, c'est une très grande ouverture d'esprit en anglais, malheureusement. Heureusement, je ne sais pas. Donc, Ferrières-en-Gâtinais, nous avons repris également pas mal d'entreprises en Allemagne. Et à l'heure actuelle, nous pouvons dire que nous avons un pied français et un pied allemand avec l'usine ici à Ferrières, une deuxième usine à Senonches, qui était aussi dans un petit territoire dans l'Eure-et-Loire, et une belle usine en Allemagne également. 2 bureaux d'études complémentaires viennent s'ajouter, un en Slovaquie et un en Allemagne, où nous faisons notre partie recherche et développement. Alors, des métiers totalement différents, parce que là, vous voyez, on a voulu vous montrer certains de nos produits ici, qui sont des organes de transmission mécanique.
C'était la base de l'entreprise. On faisait des organes de transmission mécanique. Qu'est-ce que c'est ? Dans un véhicule, vous avez un volant, vous avez des roues et vous avez un moteur. Pour que tout ça communique entre eux, vous avez besoin de passer l'information du volant vers le moteur et que le moteur agisse sur les roues. Vous avez besoin donc de boîtes de vitesse, de freins, d'embrayage, de renvoi d'angle, de tous ces organes qui vont transmettre une information mécaniquement à base d'engrenage. Donc ça, c'était le démarrage de l'entreprise. Sauf que nous, on n'est pas du tout dans le secteur de l'automobile. Surtout pas. On fait que des produits très spécialisés, très précis, à très forte valeur ajoutée, ce qui n'est pas le cas dans un véhicule. Donc nos secteurs d'activité, ce ne sont que des secteurs d'activité de pointe. Ça, à l'heure actuelle, c'est plutôt la machine-outil. Les très grosses installations de machine-outil, vous avez besoin qu'un outil se déplace de façon excessivement rapide, mais très précise, fasse un trajet arrière encore plus précis pour pouvoir venir travailler un matériau. Donc nous allons apporter ces points essentiels qui sont ces organes de transmission mécanique sur ces grosses installations. On a un deuxième métier qui est, à l'heure actuelle, avec une image qui peut paraître un petit peu vieillotte, parce que nous sommes dans la sidérurgie-métallurgie. Et alors là, tout de suite, on pense à Zola. Non, nous ne sommes pas Zola, mais pas du tout. Nous accompagnons à l'heure actuelle, dans ce marché de la sidérurgie et de la métallurgie, nous accompagnons nos clients pour aller vers cette transition énergétique qui est en train de révolutionner notre monde à l'heure actuelle. L'électricité. Donc on est en train de passer d'un monde pétrole-plastique à un monde électrique. L'électricité, ce n'est pas des petits électrons qui se baladent comme ça dans l'air. Vous avez besoin d'un matériau pour faire passer cette électricité. Eh bien, nous allons apporter une solution technologique à nos clients pour faire en sorte que ces matériaux qui vont conduire l'électricité soient des matériaux les plus précis possibles, les plus finement laminés, les plus finement planés. Et donc, nous apportons des solutions techniques de très haut de gamme, on va dire, aussi bien mécaniquement que de façon automatisée, mettre aussi un peu de captation d'informations. Et à l'heure actuelle, on va encore un peu plus loin, puisqu'on fait partie d'un programme de France 2030 où, avec 2 startups et avec le groupe Siemens, nous mettons de l'intelligence artificielle sur les process de nos machines. C'est-à-dire que de la sidérurgie-métallurgie d'il y a une quinzaine d'années, on est en train de passer vers de l'intelligence artificielle. Et c'est là le plaisir total pour un ingénieur, c'est de se dire, voilà, j'ai commencé en étant que mécanicienne, intéressée par les bras de robots. C'était ça mon truc. Et là, maintenant, je passe sur des énormes installations où on est en train de mettre de l'intelligence artificielle. Et cette révolution technologique, eh bien, Redex l'accompagne, ou essaie en tout cas, de faire de son mieux pour accompagner nos clients dans cela. Voilà. Et alors du coup, Sylvie, où est-ce qu'on retrouve vos produits? Dans quel secteur industriel vous les adressez, hein? Alors c'est là que c'est toujours très compliqué parce qu'on ne fait partie d'aucune filière, puisque nos produits peuvent aussi bien être dans la machine-outil, dans la sidérurgie, dans la métallurgie, dans la transformation du papier-carton. Lorsque nous avons traversé le Covid, nous avons continué à travailler. Non, on n'était peut-être pas essentiel, mais on était essentiel pour que les machines qui vont faire des cartons pour emballer des médicaments puissent continuer à travailler, à fonctionner. On était essentiel parce que pour que des machines puissent envelopper des produits qui vont aller à l'autre bout du monde, il fallait absolument que nos produits soient installés et fonctionnent. Enfin, quand on est très, très, très en amont, comme nous le sommes, avant le consommateur final, eh bien, en fait, on touche absolument à tous les secteurs. Le seul secteur dans lequel on n'est pas, et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'automobile. Alors, on n'y est pas en direct,
Mais on y est en indirect quand même, puisque nous avons une technologie que nous avons développée pour laminer, c'est-à-dire rendre très plat le lithium, qui est utilisé, comme vous le savez tous, dans les batteries électriques. Et cette transformation énergétique, eh bien, nous l'accompagnons aussi pour le secteur de l'automobile. Et du coup, on a vu que vous fabriquez effectivement des équipements de haute précision. Ça demande aussi, j'imagine, en amont, des compétences par rapport à des métiers que vous recherchez. Alors, où vous les trouvez, ceux et celles qui vont pouvoir avoir les bonnes compétences pour réaliser ces équipements-là? Bien difficile et après tout pas si difficile que ça. Il suffit simplement de partager notre passion. Si je discute avec les responsables de nos bureaux d'études, il nous manque des ingénieurs. Si je discute avec les responsables commerciaux, il nous manque des commerciaux. Si je discute avec les personnes de production, il nous manque toujours des compétences. Nous avons chez Redex plus de 54 métiers différents qui vont de métiers purement manuels, mécaniques, à, comme je vous le disais, on a besoin de chercheurs en intelligence artificielle. Donc on a une panel de métiers excessivement variés. Pour autant, à chaque métier, ce qui nous est vraiment utile et nécessaire, c'est d'avoir la compétence la plus poussée. La façon un petit peu ancienne de faire, c'était d'aller se tourner vers les écoles, bien sûr, et puis de trouver un ingénieur mécanicien, trouver un électrotechnicien qui allait faire sur des chantiers, trouver un très bon BTS qui travaillait sur des machines. Ça, c'était il y a 20 ans. L'attrait pour l'industrie a disparu à un moment ou à un autre. Je ne reviendrai pas sur cette histoire-là. Tout le monde en parle, tout le monde a compris qu'en fait, on a fait une grossière erreur en France en pensant qu'on pouvait tous être dans le service. On a besoin de gens qui réalisent, on a besoin de faire, on a besoin de concevoir, on a besoin de toucher. Donc, comme on n'arrivait pas à recruter des gens avec des compétences tout de suite en sortant des écoles, et bien alors on a mis en place des formations continues, on a fait en place des parcours pour que les personnels qui étaient chez nous et qui le souhaitaient puissent passer d'un métier à un autre. On est très, très soucieux de faire en sorte que lorsque quelqu'un a été attiré par nos produits, par le fait qu'on vende à l'international, par le fait que, enfin, peu importe, il a eu un attrait à un moment ou à un autre pour Redex, on va faire en sorte que cet attrait il soit nourri et complété par des adaptations selon ce que la personne souhaite, bien sûr. Donc, on a des jolis parcours chez nous. Alors, je le dis avec toujours grand plaisir. Nous nous sommes installés à Ferrières-en-Gâtinais en 1971. Alors, j'étais presque pas née. Mais la personne qui s'occupait de l'accueil en 1971 dans nos ateliers a fini donc elle a commencé, elle avait 17 ans, 18 ans, elle s'occupait de l'accueil, elle a fini comme étant l'approvisionneuse du groupe et elle passait pour environ 11 millions d'euros de commandes. Elle a eu un parcours extraordinaire parce qu'elle en avait envie, parce qu'elle le souhaitait, parce qu'elle s'était donné tous les moyens. Et nous l'avons accompagnée pour qu'elle puisse finir une carrière de façon la plus heureuse pour elle. Et on essaie de faire la même chose. Vous allez avoir quelques personnes ici. Vous allez voir une très jeune acheteuse qui, elle aussi, je suis sûre, pourra progresser selon son envie. En tout cas, vous favorisez ce type d'initiative et de volonté d'aller le plus loin possible au sein de votre entreprise. L'entreprise souhaite effectivement que tous ceux qui rentrent chez nous puissent avoir un parcours professionnel intéressant. On travaille également avec des écoles localement. Alors, quand je dis localement, c'est-à-dire qu'on accueille beaucoup les petits troisièmes du collège de Ferrières. L'année dernière, on a même fait, avec ce collège de Ferrières, une mini-entreprise. Cette mini-entreprise avait pour objectif de créer des produits et qu'ils présentent ces produits à un concours national. On est allé jusqu'à Blois, ils ont même gagné le premier prix. Donc, on est très fiers d'eux, du collège de Ferrières, on est vraiment très fiers d'eux. C'était des petit quatrième. Donc on commence de collège et on va sur toutes les strates possibles et les lycées professionnels. On accueille beaucoup de stagiaires qui viennent de lycées professionnels. On
accueille aussi tous les jeunes qui font leur BTS ou leur maintenant DUT en alternance. On est très friand de ces profils-là parce que ce sont des jeunes qui ont envie de faire. Donc, ils apprennent à l'école et chez nous, ils font. Ça. Donc c'est génial, ces parcours-là sont vraiment très, très instructifs. Pour autant, on a aussi besoin d'ingénieurs qui ont fait des parcours classiques sans forcément faire de l'alternance, mais qui font des périodes de stage. Donc on accueille des stagiaires des écoles. Cette année, nous allons, donc Redex parraine alors je sais qu'ils ne font pas partie de votre regroupement, mais nous parrainons l'INSA de Blois et nous allons accompagner les élèves sur leurs 5 années de formation en leur proposant des parcours un petit peu spécifiques pour ces jeunes ces jeunes élèves ingénieurs. On travaille avec le CETIM, on travaille avec les laboratoires de recherche, on a deux chercheurs niveau doctorant qui travaillent pour nous et qui sont à l'INSA de Lyon. Donc beaucoup d'interactions avec des écoles, avec des lycées, avec des universités, avec des labos de recherche. C'est comme ça qu'en fait on nourrit intellectuellement les personnes qui travaillent chez nous. Et nous, ça nous fait forcément progresser sur nos approches produits et nos approches marché. Merci Sylvie. Merci. C'est assez impressionnant de se trouver 3 dames oui, aujourd'hui. C'est vrai. Et nous avons un parcours relativement proche, puisque nous étions en classe prépa, je pense à peu près à la même époque. Je suis certainement un peu plus âgée que vous, je pense. Mais c'est assez drôle de voir l'engagement que vous avez sur la fidélité des collaborateurs dans l'entreprise. Et chez Zaris, on se prend de lancer des parcours pour justement faire en sorte que la fidélité soit en fin de compte aussi un gage, on va dire, d'évolution du salarié, mais aussi de satisfaction du salarié, puisqu'aujourd'hui, naturellement, on le dit peu, mais on travaille tellement mieux quand on est heureux au travail. Et donc, je vais faire la transition comme ça, c'est-à-dire que vous nous avez parlé de l'alternance, vous nous avez parlé des stagiaires que vous accueillez, des relations écoles que vous avez. Quel est le taux de succès que vous pourriez imaginer avoir aujourd'hui, on va dire, par ce canal-là ? Est-ce que vous arrivez déjà à l'évaluer ? Ouais. Alors, c'est une question qu'on s'est posée tout au début. On s'est dit, si on investit sur des stagiaires ou des alternants, c'est pour qu'ils restent chez nous. Ou pour que ensuite, quand il a fait son rapport de stage, il devienne un ingénieur de bureau d'études. On s'est planté lamentablement sur cette volonté-là parce qu'on estimait que c'était comme on donnait, on devait recevoir de la part du jeune. Non, on donne, c'est tout. On donne, lui donne aussi de son temps, donne aussi de son énergie. Si à la fin de son parcours d'alternance ou de stage, on est en phase et on veut continuer un petit bout de chemin avec lui et lui avec nous, eh bien on est très heureux. Et si on le fait, mais ce n'est plus un critère de succès. Parce que sinon, on se prenait une claque dans la figure. Je regrette, là, très sincèrement, il y a un jeune qu'on a pris qui venait de l'université d'Orléans et qu'on avait en alternance en partie marketing, web design. Très bien, ça s'est excessivement bien passé. Il était très heureux ici en alternance. Sauf que c'est Ferrières-en-Gâtinais. Et Ferrières-en-Gâtinais, quand il était en alternance, il rentrait dans sa petite chambre. Voilà, on ne fait pas d'after work. On en fait, mais bon, c'est pas la même chose que s'il avait fait son alternance à Orléans ou à Paris. Quand on lui a proposé de rester, eh bien, il a compris que c'était intéressant, certes, mais il n'avait pas l'environnement qu'il souhaitait. Eh bien, il est parti. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'on a un échec ? Non, peut-être qu'à un moment ou un autre, il acceptera de revenir avec sa compagne et ramasser des champignons à Ferrières-en-Gâtinais. Et on l'accueillera avec plaisir. Mais au moins, il pourra dire que chez Redex, il s'est épanoui pendant 2 ans de son alternance. Ça lui a plu. Il n'est pas resté parce qu'il a d'autres envies qui ne sont pas actuellement possible à Ferrières-en-Gâtinais, c'est pas grave, à un moment de sa vie, il reviendra, j'en suis sûre. On a pas mal de gens qui font des allers-retours comme ça. Je vous remercie Sylvie, mais je vous rejoins beaucoup là-dessus, c'est-à-dire quand on prend des jeunes, on sème des graines. C'est ça. Et en fait, quelquefois ça germe, quelquefois pas. Exactement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut accepter de planter ou de semer pour récolter. Et je pense que le recrutement aujourd'hui, c'est d'abord ça, et avec
vraiment zéro ambition de recevoir, parce que quand on donne, on reçoit tellement plus que quand on envisage de recevoir quelque chose. Et donc, voilà, je pense que c'est un message fort pour nos jeunes, parce que croire que tout est à portée de main dans l'environnement idéal, ce n'est pas toujours possible, mais prendre des expériences ici et là et côtoyer des experts exceptionnels, puisque j'ai compris dans l'entreprise qu'il y a des gens exceptionnels, parce qu'on ne dure pas sans exception. Et c'est vrai que c'est toujours très agréable de voir que même à Fayère-en-Gâtinais, on arrive à garder les talents. Oui. Et on va les entendre, justement, ces talents. Et on va commencer tout de suite par Dorine Lévy. Merci de nous rejoindre. Alors, Dorine, vous êtes donc acheteuse approvisionneuse, mais avant que vous rentriez dans votre métier pour nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, quel est votre parcours ? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique parce que... On aime bien les parcours atypiques. J'ai commencé par un bac STMG, donc du management et de la gestion, en spécialité ressources humaines, et dans la vue d'être assistante RH. Et au final, après ce bac, j'ai décidé de changer complètement et de faire une formation auxiliaire de puériculture, donc pas du tout pareil. Et donc j'ai exercé pendant 1 an et demi en tant qu'auxiliaire, et au final, je me suis dit non, j'ai raté quelque chose, je vais faire marche arrière et je vais faire une reconversion. Donc j'ai fait un BTS support à l'action managériale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment orienté sur la gestion, l'administration et l'assistanat. Et donc j'ai fait cette alternance au sein du service achat de Hutchinson, puisque c'était juste après le Covid, c'était un petit peu compliqué de trouver une alternance. Donc j'ai pris ce qui m'est passé sous la main, et au final je ne connaissais pas du tout le monde des achats, et ça m'a vraiment plu. Et à la fin de ce BTS, donc j'ai continué en CDD au sein de ce service. Puis j'ai eu l'opportunité de devenir acheteuse approvisionneuse chez Redex. Donc voilà, je suis très heureuse et épanouie. Donc pour le métier des achats, parce que c'est très peu connu, on gère plutôt ce qui est l'approvisionnement des composants ou de la matière première. Pour ma part, c'est vraiment des composants techniques pour assurer les besoins des commandes clients. Ensuite, moi, j'organise tout ce qui est le transport des pièces mécaniques pour l'expédition, mais aussi ce qu'on va récupérer chez nos clients. Et voilà. Après, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de missions achats puisque je viens d'arriver tout juste. Donc, c'est tout nouveau pour moi. Mais j'espère pouvoir mettre en valeur ce métier plus tard. Et alors, qu'est-ce que, dans votre esprit, effectivement, quand vous vous remettez à votre premier choix d'orientation par rapport maintenant à votre poste, j'imagine que vous n'auriez jamais pensé exercer le métier que vous exercez actuellement ? Non, du tout. J'étais vraiment partie. Donc, au tout début, j'étais partie vraiment sur le métier plutôt donc des ressources humaines, ce domaine-là. Et en fait, c'est vraiment mon alternance qui m'a fait découvrir les achats. Et en fait, même le relationnel avec, parce qu'on est beaucoup en relation avec l'interne, mais l'externe, et ça m'a vraiment plu. Et puis, je suis quelqu'un de très dynamique et j'aime bien quand ça bouge. Donc, pour le coup, vous avez trouvé le secteur où ça bougeait, justement. C'est ça. Et qu'est-ce qui manquerait, selon vous, quand vous vous remettez au stage du lycée, quand vous avez commencé à imaginer votre parcours de formation, qu'est-ce qui manquerait pour donner justement cette ouverture vers ces métiers, le secteur industriel en l'occurrence, qui semble échapper encore beaucoup au radar des collégiens et des lycéens? Pour moi, il faut oser, parce que c'est un métier où déjà on recrute énormément, on trouvera toujours du travail, on a possibilité d'évoluer, donc ça c'est très important, surtout de nos jours. On réussit à concilier vie professionnelle et vie personnelle, donc c'est génial. Et pour finir, je dirais que le maître mot, ce serait oser, même si c'est un monde qui est un petit peu plus masculin, on a notre place. Il faut se dire qu'être une fille, c'est une force au milieu de tous ces hommes. Et donc, il faut le mettre en valeur. Très bien. Anne-Sophie, peut-être une question éventuellement ? Une petite question, Dorine. Je suis
impressionnée par un tel parcours parce que c'est vrai que c'est un peu antinomique de passer de la puériculture, on va dire, aux achats. Qu'est-ce que vous connaissiez des achats avant de rentrer, on va dire, dans la fonction chez Hutchinson? Alors justement, je connaissais pas du tout. C'était vraiment un monde inconnu pour moi. Et donc quand on m'a proposé ce poste, parce que j'ai postulé à Hutchinson pour être plutôt dans le service ressources humaines, et quand on m'a proposé, donc j'ai lu ma fiche de poste et je me suis dit pourquoi pas, on tente. Et au final, je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait et en fait j'ai trouvé ma voie. Ça fait plaisir de voir quelqu'un épanoui. Oui. Ça fait toujours plaisir. Mais surtout, ce qui était incroyable, c'est d'avoir trouvé sa voie par l'entreprise, parce que c'est quand même Hutchinson qui vous a ouvert les yeux vers une autre voie. C'est ça. Je vous souhaite un très long parcours chez Redex, puisque j'ai compris que Sylvie croyait en vous, et donc bon parcours chez Redex. Merci. Merci à vous, et on va passer tout de suite à Benjamin Brispeau, qu'on va accueillir. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors vous êtes logisticien en amélioration continue et en plus, vous avez un parcours en apprentissage. C'est ça. Alors, avant là aussi de rentrer dans le cœur de votre métier, finalement, quels ont été vos choix d'orientation? Donc moi j'ai commencé par un collège qui était un peu compliqué, on va dire, où je redouble ma 5e et du coup ça me met quand même une claque, on va dire, parce que du coup voir notamment tous les copains continuer, poursuivre sur les classes d'après et nous recommencer quelque chose, on va dire. Donc je me suis ressaisi et ça n'a pas empêché d'obtenir mon brevet des collèges avec mention bien et d'être délégué au centre d'administration du collège finalement. Par la suite, j'enchaîne sur des études dans un lycée général et technique à Durzy, à Villemandeur, où je fais une seconde de général classique. Et comme j'aime pas spécialement l'école, j'étais toujours à 11 de moyenne, on va dire. Donc forcément, la partie générale, c'était un peu mort pour moi. Donc je me suis orienté dans le technique, où je fais un bac STI 2D avec option e-tech. Donc STI 2D, c'est sciences et technologies du développement durable. Et e-tech, c'est innovation technologique et éco-conception. Où j'obtiens ensuite mon bac avec mention assez bien. Donc on va dire que je me suis plutôt bien sorti. C'est clair. Ensuite, grâce à Parcoursup, j'ai pu enchaîner sur un BUT. Donc c'est un DUT plus une licence pro en 2 en 1 finalement, en CLIO, qui est l'acronyme de qualité logistique industrielle et organisation, à l'IUT d'Evry, où j'effectue, donc en 2e année, j'étais délégué du département et cette année, je suis délégué de classe. Donc je fais mon alternance au sein du service Machine Drive dans l'entreprise Redex. Et en mission, je vais m'occuper de l'amélioration continue du service. Donc je vais optimiser à la fois le poste ou l'îlot de montage des monteurs pour qu'ils puissent travailler dans des bonnes conditions et le plus rapidement possible en même temps si possible. J'ai effectué aussi du dessin industriel pour pouvoir faire des montages pour que justement ils puissent monter facilement leur appareil. Et je rédige des consignes de montage aussi pour garder le savoir-faire Redex, qui est aussi très important. Ouais. Donc voilà ce que je peux dire sur moi. Très bien. Et est-ce que vous diriez que justement cette voie de l'apprentissage, de l'alternance, c'est quelque chose, vous, qui finalement vous a convenu le plus dans votre parcours de formation? C'est ça, parce que du coup, le parcours initial, le collège, Théorique, lycée, quoi. la théorie, ça m'allait pas spécialement. J'ai effectué pas mal de stages en 3e ou même fait beaucoup de boîtes d'intérim durant mes périodes de vacances scolaires pour justement chercher ma voie. Et du coup, ça m'a permis de comprendre que je préférais le monde professionnel. Mais pour assurer mon avenir, j'étais un peu obligé de faire des études de nos jours. Donc voilà, et puis comme ça se passe bien, et je suis en 3e année, je commence à réfléchir pour après, forcément. Donc j'aimerais enchaîner sur un master génie industriel. J'ai pas encore trouvé l'option, il me reste encore quelques mois avant de finaliser mes vœux, et toujours en alternance, parce que j'ai vraiment... Vous savez qu'avec un BUT, donc si vous êtes très bon, vous pouvez embrayer en 2e année sur dossier ou en 3e année à l'issue de votre BUT dans une école d'ingénieur aussi, c'est aussi possible. Ça fait partie aussi des directions que vous pouvez prendre. Mais si vous vous projetez à 5 ans, dans quel poste vous voyez par rapport aux compétences que vous avez acquises ici, par exemple? Un métier qui me passionne et que j'aimerais vraiment faire,
Et du coup, j'ai l'occasion de le voir tous les jours avec mon responsable, comme je suis un peu son adjoint, si on peut dire ça comme ça. Je passe beaucoup de temps avec lui. Et vraiment, son métier est passionnant. Et du coup, plus tard, j'aimerais être responsable de production ou même responsable de montage dans l'industrie de la mécanique, parce que je trouve ça vraiment très passionnant. Et vous appréciez justement le fait, là vous me parlez effectivement d'être à côté de cette personne-là qui vous inspire beaucoup. Donc j'imagine qu'il y a de la transmission aussi de compétences, de savoir-faire, qu'il y a finalement une relation aussi d'échange. C'est aussi ce qui vous plaît finalement et ce qu'on retrouve souvent quand même dans l'industrie, c'est-à-dire cette transmission de savoir-faire et de compétences. C'est vrai que d'une part, que ce soit pour moi ou même pour tout le monde, c'est vraiment très important de communiquer. Ça reste quand même un travail d'équipe, donc on est mené à faire du management. Je ne fais pas de management direct car ce n'est pas mon rôle, mais sur des gestions de projet, ça m'arrive d'en faire. Et que c'est vrai, être à l'écoute des monteurs, c'est très important parce qu'eux, ils ont la côté pratique, alors que nous, on a plutôt le côté théorique avec les cours, les méthodes. Donc il faut savoir les écouter pour savoir mettre en place ce qui est le mieux par rapport à notre savoir. Et si vous aviez un message à faire passer aux jeunes qui nous regardent. D'ailleurs, on a autant de collégiens que de lycéens aujourd'hui. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé pour trouver ma voie, donc quand j'ai pu, c'était faire des stages ou de l'intérim justement pour essayer, voir, mais aussi j'ai beaucoup regardé ONICEP, les parcours, les possibilités, et surtout que quand je rencontre des nouvelles personnes et que je suis intéressé, je leur demande mais c'est quoi votre métier, qu'est-ce que vous faites? Ah ok, ça a l'air cool, mais ça, comment vous en êtes arrivé là? Et c'est vrai que le partage, la communication, oser, encore une fois, c'est vraiment, je pense, le mot-clé pour... Et la curiosité. La curiosité aussi. Anne-Sophie, je ne sais pas si vous voulez rebondir sur le témoignage de Benjamin. Eh bien, Benjamin, quel beau parcours quand même, parce qu'entre la 5e que vous avez ratée et maintenant, on s'en souvient plus quand même, non? C'est impressionnant. C'est quelque chose que j'essaye de mettre en avant aussi parce que du coup, j'ai pas le parcours de l'élève studieux et pourtant, je m'en sors quand même plutôt pas mal. Vous savez, quand vous serez responsable de prod, la 5e redoublée, ça se verra plus du tout. Non, ça se verra plus. Et ça m'arrive notamment avec du coup mon lycée, j'ai gardé des bons contacts et au moment de la période Parcoursup, justement, je fais des visios avec eux pour justement leur expliquer mon parcours et pour l'alternance, leur dire envoyez-moi vos CV, je les regarde plutôt ça ou hop et j'essaye de les conseiller aussi pour pouvoir les aider. Parce que j'aurais aimé que quelqu'un fasse ça pour moi au moment venu, donc j'essaye de transmettre aussi. C'est souvent le cas et c'est tout à votre honneur que de pouvoir être l'appui et le support d'autres qui sont, comme vous l'étiez à l'époque, effectivement un peu dans l'incertitude de la suite, quoi. C'est ça. Eh bien, merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. On va passer donc à Émeric Saunier. Voilà, merci de nous rejoindre. Alors, bonjour Émeric. Bonjour à vous. Vous êtes technicien méthode. C'est ça, exactement. Vous n'êtes pas localisé ici à Ferrières-en-Gâtinais, mais sur un autre site de Redex. Mais avant que vous nous expliquiez tout ça, quel est votre parcours à vous ? Alors, mon parcours, moi j'ai un parcours assez simple. Un collège standard avec l'obtention de mon brevet en 3e. Et à la suite, arrivé au lycée, j'ai fait une seconde générale. Ça ne m'a pas du tout plu. Je me suis réorienté très très rapidement. Et je suis parti sur une première STI 2D. Un déménagement, on a suivi aussi un changement d'établissement. Et du coup, je suis arrivé en première STI 2D dans le lycée Jean de Beauce de Chartres. Et du coup, j'ai fait ma première et ma terminale dans ce lycée. Et j'ai ensuite obtenu mon bac et je suis passé sur un BTS. J'ai eu la chance ou la malchance que ça soit la première année de Parcoursup. Ah oui. je souhaitais... Vous avez essuyé les plâtres. J'ai souhaité faire mon BTS en alternance et j'ai pas pu malheureusement réaliser ce BTS en alternance, mais je l'ai fait en formation continue. Ça s'est très bien passé. Ah ouais. Et j'ai ensuite poursuivi mes études avec une licence CAPI, c'est conception, amélioration de processus et de procédés industriels. Donc j'étais déjà axé industrie depuis le collège suite aux stages et différents environnements que j'ai côtoyés. Et je suis ensuite, j'ai réussi ma licence qui était en alternance chez Redex sur le site de Senonches, c'est la particularité. Eh oui. Et ensuite, je me suis vu proposer un contrat d'embauche au poste de technicien méthode. D'accord. Et alors, du coup, pour ceux et celles qui nous regardent,
Qu'est-ce que fait un technicien méthode? Alors, un technicien méthode, on est un service support à la production, en fait. On a tous les opérateurs, les agents qui travaillent sur les différentes machines dans les ateliers. Nous, on est un service support. On est chargé de la création de gamme ou de la modification de gamme, trouver des nouvelles solutions, des fois aussi la réalisation de programmes pour les machines les plus complexes. Et on est aussi amené à, de temps en temps, aller dans l'atelier et passer du temps auprès des opérateurs et créer un lien avec eux pour faciliter la communication. Et moi, j'ai la petite particularité aussi, suite au départ d'une collègue qui est partie à la retraite, j'ai récupéré une partie ordonnancement-lancement. Et en fait, je m'occupe de tout le lancement de la production du site de Senonches. J'ai récupéré ça aussi en plus de la casquette de technicien méthode. Donc des responsabilités en plus. Des responsabilités en plus, ça me convient bien, donc en plus. Parfait. Quelque part, si on vous les a données, c'est que vous aviez aussi peut-être les épaules pour les prendre. J'espère. Pour l'instant, j'ai pas fait de bêtises. Bon. Et alors, où est-ce que vous vous projetez dans 5 ans, dans la dynamique dans laquelle vous êtes lancé chez Redex? Dans 5 ans, déjà pour l'instant, à force de côtoyer les collègues et de voir comment ils travaillent, j'ai encore beaucoup d'expérience à apprendre avant déjà de pouvoir évoluer. Et quand je vois mes collègues où ils en sont, je pense que j'ai beaucoup de boulot avant d'arriver à leur niveau. Et ensuite, après, on verra si je peux évoluer et pourquoi pas chez Redex. Et vous avez, vous aussi, un message à passer auprès des jeunes qui se cherchent et qui ne pensent pas forcément à l'industrie? Qu'est-ce que vous leur diriez pour être justement plus curieux de ce secteur-là? Franchement, comme ont dit mes collègues juste avant, il faut oser. Passer par les stages, profiter des stages pour tester un peu tout type d'industrie. Pas forcément, il y a la cosmétique, il y a l'industriel comme nous, l'usinage de précision. Il y a vraiment plein de secteurs dans l'industrie. Et après, franchement, il faut oser poser les questions aux bonnes personnes. Et après, faut essayer, quoi. Faut essayer et souvent, ça marche. Merci beaucoup. Une petite question quand même. Vous êtes support à la prod, donc les méthodes, l'ordonnancement, etc. Enfin, moi, je connais bien ce genre d'environnement. Aujourd'hui, vous admirez apparemment vos pairs, puisque vous avez des gens autour de vous que vous estimez talentueux par rapport à vous. Quelle est la distance qui vous sépare d'eux? Est-ce que vous arrivez à apprécier la distance qui vous sépare d'eux? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Je pense que c'est l'expérience à emmagasiner, parce que j'ai les mêmes connaissances techniques, on va dire scolaires qu'eux. On a fait à peu près les mêmes parcours, mais là c'est vraiment l'expérience à emmagasiner plutôt auprès de l'atelier, auprès des nouvelles choses qui arrivent dans l'industrie, et c'est de l'évolution au fur et à mesure. En fait, c'est vraiment. Vous comptez sur le temps. En fait. C'est ça. Là, c'est une question de temps. J'essaye de m'améliorer tous les jours. Bon, des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais comme tout le monde. C'est ça, et on essaye de nouvelles choses, et voilà. Moi, je vois ça comme ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Et on va passer à Stéphane Gibert. Bonjour Stéphane. Alors, Stéphane, bonjour. Vous êtes responsable de fabrication mécanique. Oui. Et quel a été votre parcours avant d'arriver à ce poste-là? Alors, on va commencer par le collège. Alors, au collège, je me suis vite aperçu que je n'étais pas fait pour un parcours, on va dire, littéraire. J'étais plus fait pour un parcours technique. Parce que l'école, c'était un peu comme Benjamin. Je n'étais pas fait pour ça. J'ai redoublé ma 5e. Donc, je suis parti dans un lycée, donc le lycée Châteaublanc à côté de chez nous. J'ai fait une 4e technologique et une 3e technologique. Ça m'a permis de découvrir plein de métiers. C'est clair. Plein de métiers. Et finalement, je suis resté sur mon premier amour, c'est l'usinage. Ouais. Et donc, j'ai enchaîné par un CAP de fraiseur. C'est quelque chose qui n'existe plus. Ensuite, un BEP d'opérateur régleur. C'est pareil, c'est quelque chose qui, malheureusement, j'ai 46 ans, ça n'existe plus. Et ensuite, un bac pro en programmation qui est remplacé par un bac pro TU. Et je crois que même cette année, ça a encore changé de nom. Voilà. Là, les études, j'en avais marre, donc j'ai dit j'arrête. J'avais peut-être possibilité de faire un BTS, mais le niveau était beaucoup trop haut. Donc j'ai arrêté.
J'ai travaillé dans différentes boîtes pour l'aéronautique, dans l'usinage. Ça me plaisait pas trop. Et puis, en cherchant du travail, un jour, j'ai découvert edX. J'ai déposé mon CV. Le lendemain, il m'appelait. J'ai fait un entretien. Et je suis jamais ressorti. Et ça fait du coup plus de 25 ans, c'est ça? Ça fait 25 ans que je suis chez Redex. Je suis rentré comme ce qu'on appelle ouvrier P1, donc c'est-à-dire le premier niveau, le premier échelon des compagnons sur les machines. J'ai gravi les échelons au fur et à mesure jusqu'à technicien d'atelier. À 40 ans, je ne me suis pas vraiment posé la question sur mon avenir, mais à 40 ans, j'ai Madame Grandjean qui m'a un jour convoqué dans son bureau. J'ai cru que j'avais fait une grosse bêtise. Non. Mais finalement, non. C'était pour me proposer le poste de manager, puisque le chef d'atelier de l'époque partait en retraite. Et alors tout de suite, moi, ça a été oh là, dans quoi je m'embarque. Donc pour ça, je suis retourné, j'ai fait une formation diplômante au sein du CESI de manager de proximité. Il y avait un management et communication. Et voilà. Donc maintenant, ça va faire 5 ans et demi que je suis chef d'atelier et je chapeaute toute la partie usinage. Et est-ce que vous l'auriez imaginé, ça? Pas du tout. Voilà. Absolument pas. Donc je pense que j'ai eu un peu de chance au fur et à mesure de mon évolution dans l'entreprise. Chance et compétence aussi? Certainement. Je pense que si Sylvie Grandjean a pensé à vous pour remplacer le collègue qui partait, c'est qu'elle pensait que vous aviez aussi accumulé, de par votre parcours au sein de l'entreprise, les compétences suffisantes. Et parfois, il faut une petite pichenette juste pour passer le cap psychologique, souvent. Mais du coup, en 5 ans maintenant, vous êtes bien dans votre poste. Hein. Oui, il y a des hauts, il y a des bas, mais c'est un poste qui est hyper intéressant. Ouais. Alors, je tiens quand même à signaler que retourner à l'école à 40 ans, c'est pas évident. C'est sûr. C'est quand même violent. Hein. Surtout pour moi qui n'étais pas trop accro à l'école, donc, mais ça se fait. Et puis, peut-être que vous aviez aussi un niveau de maturité peut-être différent de celui que quand vous étiez vraiment à l'école. Certainement. Et du coup, vous avez aussi appréhendé ces études-là nouvelles avec un autre regard par rapport à ce qu'il vous permettrait aussi de pouvoir avoir en plus. C'est ça. Donc là, vous illustrez finalement le passage entre la formation initiale, formation professionnelle, formation finalement tout au long de la vie, quoi. C'est peut-être un peu ça aussi. On est tout le temps en apprentissage. Hein. Oui. Donc, et vous, alors, quel sera votre prochain terrain d'apprentissage? Je ne me projette pas pour l'instant parce que dans mon métier, l'industrie évolue, elle évolue très rapidement. Tous nos systèmes d'usinage évoluent au quotidien. Et donc, moi, je ne me projette pas parce qu'on en apprend. Ouais. Ça fait 5 ans et demi que j'en apprends et je continue à en apprendre. Et je pense que dans 2 ans, je continuerai à en apprendre. Voilà, je trouve que c'est un métier super intéressant. Il n'y a pas cette routine qu'on trouve dans certains métiers. Et voilà, il faut aimer le contact humain et je pense que c'est un super job. Ouais. Et du coup, par rapport effectivement à votre poste, parce que j'imagine que chacun de vous, hein, vous êtes aussi forcé dans votre activité d'être en relation, pas finalement qu'avec votre équipe, mais aussi finalement avec d'autres départements, d'autres services de l'entreprise. Service support, oui. Par exemple. Ouais. Donc il y a peut-être ça aussi qui rend aussi le côté un peu enrichissant de votre activité, c'est que vous n'êtes pas forcément concentré que sur votre univers, que votre poste, mais que vous êtes aussi en interconnexion avec les autres. Oui, ça c'est aussi quelque chose de très intéressant. Vous voyez, par exemple, je travaille des fois avec le bureau d'études et j'ai fait une formation SolidWorks. Moi qui en étais resté à la table avec le crayon. Et voilà, c'est quelque chose qui est... Voilà, oui, comme vous dites, c'est vraiment... je pense que l'entreprise incarne souvent le collectif. Ouais. Et finalement, c'est que dans le collectif qu'on s'enrichit. Voilà. Parce que se regarder le nombril, c'est pas non plus hyper stimulant, mais c'est vrai que regarder les autres, et on l'a vu dans les précédents témoignages, il y a chaque fois quelqu'un qui inspire ou qui permet d'avancer. Donc vous aussi, vous êtes quelque part inspirant pour d'autres de vos collaborateurs. Et qu'est-ce que vous diriez à ceux qui nous regardent? Alors là, je ne parle pas forcément des plus jeunes, parce qu'on a aussi un public d'adultes salariés ou pas, qui pensent finalement à élargir le champ de leur trajectoire professionnelle, puisque vous êtes passé aussi de la formation initiale à la formation continue. Qu'est-ce que vous diriez à ces adultes qui se cherchent encore et qui ne pensent pas forcément qu'il y a une place pour eux dans l'industrie?
que ce soit un adulte ou un jeune, pour moi, je côtoie beaucoup de stagiaires, j'ai 4 apprentis toute l'année dans l'atelier. Que ce soit un adulte, parce que j'ai aussi des adultes en reconversion, des CQPM, je ne pense pas que ce soit une histoire d'adultes ou de jeunes. Il faut casser les préjugés. Déjà, l'industrie de nos jours, de par l'hygiène, la sécurité au quotidien, c'est pas sale. Vous repartez, vous n'êtes pas noir de la tête aux pieds. C'est fini ça. Donc moi, quand j'entends les jeunes au lycée, comme la semaine dernière, j'étais en forum avec des troisièmes au Château-Blanc. Quand j'entends que ah non mais c'est sale et tout, moi j'ai dit à un jeune qui voulait faire mécano auto, j'ai dit je suis désolé mais tu seras certainement plus sale en tant que mécano auto que nos compagnons sur les machines. Mais je crache pas sur les mécano auto, il en faut. Mais il faut casser les préjugés et puis comme on dit mes collègues, oser. Quand on est en reconversion, moi je me dis qu'on risque rien, il faut y aller. Il faut y aller. Et puis il y a plein de choses. L'industrie, c'est pas que l'usinage, c'est tout. Il y a le pharma, il y a tout, il y a plein de choses. Et puis, même dans le pharmaceutique, il y a plein de métiers intéressants. Il y a l'alimentaire et l'agroalimentaire, il y a plein de choses. Voilà, il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Je vais vous poser une question parce que c'est toujours enrichissant que de voir les parcours évolutifs. La question qui me vient à l'esprit, c'est que l'entreprise vous a permis de vous former. Et donc, comment vous gérez ça vis-à-vis du personnel que vous gérez aujourd'hui? Parce que vous êtes passé manager, donc c'est à vous maintenant de pousser, d'encourager vos talents à s'élever. Donc comment vous le faites? Ça n'a pas été très simple au début. Passer de collègue à chef, à responsable, ça, faut le dire, ça n'a pas été simple. Ça n'est jamais simple. Il y a beaucoup de mes anciens collègues qui sont restés des collègues, à qui ça s'est très très bien passé, ils l'ont compris, ils l'ont accepté, voilà. Il y en a d'autres beaucoup moins. Et ça a mis beaucoup de temps. Pour certains, jusqu'à 2 ans. Mais voilà, ça s'est fait. Maintenant, ça se passe très bien. Il n'y a pas de... Mais c'était dur au début. Et vous les encouragez à se former eux-mêmes? Ah oui, de toute façon, dès qu'il y a des opportunités de formation, que ce soit sur les fabricants de machines, des formations de lecture de plans, des formations de la mise à jour, enfin, qui aient toujours une certaine expérience sur les outils coupants au quotidien, c'est très important. Dès que je peux, je leur fais faire des formations avec ce que me propose le service RH. Mais voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup Stéphane. Et nous appelons maintenant Morgane Royer. Bonjour Morgane. Bonjour. Alors vous êtes ingénieur en bureau d'études, conception et calcul. Mais avant ça, quel a été également votre parcours de formation? Du coup, j'ai commencé par un bac général scientifique. Donc à l'époque, je ne savais pas exactement quel métier je voulais faire. J'ai toujours su que je voulais participer à la création de produits, quelque chose comme ça, mais je ne savais pas exactement quoi. Du coup, je me suis dirigée vers un BTS conception de produits industriels, déjà pour avoir une idée de ce que c'était et si ça me plaisait. Finalement, ça s'est avéré que c'était le cas. Et je me suis dit que j'allais poursuivre mes études dans cette voie. Donc ensuite, j'ai fait une licence sciences pour l'ingénieur et un master génie mécanique, spécialité ingénierie et conception de systèmes. Et du coup, à la fin de mon master, j'ai réalisé mon stage de fin d'études chez Redex. Et j'ai eu l'opportunité donc, de pouvoir rester ici. Et aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'occupe le poste d'ingénieur de bureau d'études. Et alors, vous faites quoi en bureau d'études? Alors du coup, ça se décompose. Enfin, moi, mon poste, ça se décompose en 2 missions principales. Donc la première, c'est principalement lié au calcul. Du coup, je réalise pas mal de calculs qui sont liés aux applications clients pour valider du coup l'utilisation de nos appareils. Et du coup, dans les calculs, il y a aussi une autre partie qui est calcul R&D et validation de dimensionnement. Donc des calculs de durée de vie, de déformation, bon, pour pas trop rentrer dans le détail. Et la deuxième partie, c'est vraiment tout ce qui est lié aux essais. En fait, ici, tous les appareils qui sont vendus, ils sont préalablement soumis à des campagnes de tests et d'essais. Et du coup, je gère donc ces critères de validation, ainsi que le suivi des essais R&D. Et alors du coup, forcément, vous êtes sur un métier très technique, vous parlez de calcul, de contrôle qualité. Alors vous êtes une fille, hein, et on sait statistiquement malheureusement que ce ne sont pas des filières que les filles affectionnent forcément spontanément tout de suite. Qu'est-ce que vous diriez, vous, par rapport au quotidien maintenant que vous vivez depuis 5 ans dans ce poste, pour simplement les inciter à suivre la même filière? Parce que quand on est à l'école et qu'on est en maths ou en sciences, on a du mal à se projeter dans une activité concrète, opérationnelle. Vous, par rapport à ce que vous faites, qu'est-ce que vous leur diriez pour donner un peu plus de sens à ces études-là, dans lesquelles elles ne se reconnaissent pas forcément?
C'est déjà que pour moi, il y a pas de barrière, en fait, qu'on soit une fille ou pas. On peut travailler dans la conception ou dans n'importe quoi. Et que concrètement, dans l'industrie, il y a plein de métiers différents. On n'est pas que 2 filles dans l'entreprise. Enfin, c'est pas du tout sectaire ou fermé comme certains peuvent l'imaginer. Vraiment pas du tout. Et qu'il faut faire ce qu'on a envie. Et vraiment, si ça les attire, il faut y aller et il ne faut pas hésiter. Et puis, il ne faut pas s'arrêter aux préjugés que les Pas du tout. sciences conduisent à des choses qui vont rester théoriques. Au contraire, il faut les concevoir avec justement tous les cas d'usage, les applications qu'il y a derrière pour finalement arriver à concevoir, produire des choses concrètes qui vont finir dans la main de consommateurs. Oui, Donc, exactement. il faut des projections réelles sur des enseignements qui souvent sont un peu théoriques et dans lesquels parfois les jeunes ont du mal à s'embarquer parce qu'ils ne voient pas forcément la projection concrète. Vous, qu'est-ce qui vous plaît toujours dans votre métier, tous les jours ? C'est que déjà, c'est jamais la même chose. Donc, je travaille avec les essais et aussi pas mal les calculs. Donc, c'est qu'il n'y a pas de journée type, en fait, comme mes collègues le disaient. Enfin, on arrive, on a une mission, cette semaine ce sera ça, la semaine prochaine une autre, ou un mois prochain quelque chose qui n'aura rien à voir. Et qu'il faut constamment réfléchir et évoluer. Il n'y a vraiment pas on ne peut pas faire de déroulé, on a toujours telle tâche à faire, en fait. Et ça, c'est passionnant, ça permet de... Et vous, le changement, ça ne vous fait pas peur? Parce que Stéphane l'a dit, les technologies avancent très très vite, ce qui veut dire que vous, en tant qu'ingénieur, vous devez régler des problèmes, c'est la définition un petit peu de l'ingénieur. Donc voilà, ça ne vous dérange pas d'être toujours stimulé pour produire et réfléchir à des nouveaux usages, des nouvelles solutions sur votre activité? Non, comme vous l'avez dit, je trouve ça vraiment stimulant, en fait, ce côté-là, de toujours évoluer constamment, on apprend des nouvelles choses et on ne se repose pas sur ses acquis à se dire c'est bon, je connais le métier et c'est fait, ça ne s'arrête jamais et c'est ça qui est intéressant. Anne-Sophie, si tu avais une question. Alors, Morgane, oui, j'ai une question. Désolée. En fait, ça fait très peu de temps que vous êtes en poste quand même. 5 ans, ça permet quand même d'avoir encore en tête les études que vous avez faites. Qu'est-ce que vous diriez à nos jeunes, en fin de compte? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que quand on parle de calcul, moi, je vois bien ce que vous faites. Je vois vraiment bien parce que j'y ai passé une partie de ma vie. Donc, vous voyez, vous pourriez devenir ce que je suis devenue. Mais globalement, on va dire ce qui est important, c'est de voir quelle est la passerelle qui existe entre l'école et l'entreprise. Et dans ce que vous avez appris en classe, vous étiez certainement très bonne en mathématiques. Oui. En général, quand on devient ingénieur, on est bon en mathématiques, mais on croit toujours qu'on est ingénieur parce qu'on est bon en mathématiques. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous vous plaisez dans ce métier, en fin de compte, du calcul, qui peut paraître, vu de loin, toujours rébarbatif? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, après, c'est que vraiment, il faut repenser en termes de produits et que derrière, il y a du concret. C'est pas juste des chiffres comme on peut le voir à l'école quand on est petit, au collège, où les gens n'aiment pas les maths parce qu'ils ne voient pas à quoi ça sert. En fait, il y a vraiment du concret derrière. Ça permet de valider des choses. Après, des fois, on fait aussi des essais pour confirmer nos calculs. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant de voir vraiment les deux côtés. Et les calculs ont un intérêt. Et... Des mathématiques appliquées, en fait. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Morgane. Et grâce à Anne-Sophie qui nous parlait des passerelles entre école et entreprise, transition magnifique, Anne-Sophie. Tu as fait ça toute ta vie. J'ai fait beaucoup de télé. Et voilà. Et on accueille, ça nous permet d'accueillir notre prochain invité, donc Dominique Donval. Bonjour Dominique. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Et justement, vous incarnez un petit peu l'autre versant, on va dire, sur ce bassin de vie, pour prendre une expression que vous m'avez donnée tout à l'heure, puisque vous travaillez au sein de l'Éducation nationale et plus précisément au sein de l'Académie Centre Val-de-Loire. Okay. Donc, avant que vous nous disiez quel est votre métier et quelles sont vos activités en lien avec les entreprises, je vous laisse aussi vous présenter. D'accord, ok. Donc, bonjour à toutes et tous, Dominique Donval. Donc, mon parcours scolaire, je vais reprendre un peu certains propos qui ont été dits précédemment. Moi, les mathématiques, des fois, c'était un peu compliqué aussi. J'avais besoin c'était pas compliqué, mais j'avais besoin de contextualiser. Donc, on parlait de maths appliquées. J'avais besoin de savoir pourquoi ça servait, les mathématiques. Je prends l'exemple de l'équation de Bernoulli.
J'y comprenais rien quand c'était expliqué au début. Après, quand on m'a parlé du théorème de Bernoulli et voir mécaniquement derrière à quoi ça correspondait, ben là, tout de suite, ça a fait sens, j'ai réussi. Et du coup, j'ai réussi quand même à construire un petit parcours. Donc, je suis passé par la voie technologique, hein, du coup, parce que la voie technologique, c'est son ADN, c'est son sens, c'est la démarche de projet, c'est plus contextuel, on touche quelque part la matière ou le produit. Donc, j'ai fait un bac technologique, donc pour l'ancêtre du bac STI 2D, c'était toi qui l'avais cité. Donc c'était un bac F1 à l'époque. Ensuite un BTS donc mécanique et automatisme industriel. Donc quelque part je me dis que historiquement j'aurais peut-être pu postuler chez Redex parce que ça a l'air d'être le cœur du métier quelque part. Ensuite j'ai enchaîné par licence maîtrise toujours dans le même domaine, automatique et mécanique. Et par après, je pensais pouvoir évoluer vers éventuellement des écoles d'ingénieurs. Et en parallèle, j'avais passé le concours pour être enseignant, parce que j'avais un contact avec les jeunes, soi-disant facile. Donc je me suis dit, tiens, je vais tenter. Et donc, rentrée septembre, comme j'avais aucun retour des écoles d'ingénieurs et que j'avais réussi le concours d'enseignant, je me suis dit, banco, on y va. C'est toujours une expérience à prendre, 1 an, et on verra dans 1 an ce que je fais. Et depuis, j'y suis toujours à l'Éducation nationale. Voilà. Donc, certes, avec des évolutions de carrière. Donc, voilà. Mais au moins un parcours riche qui vous a aussi conduit là où vous êtes, avec de l'expérience, de formation. Et du coup, maintenant, vous êtes à la tête, je crois, d'un centre de formation des apprentis, un CFA. Voilà. Donc, j'appartiens, alors dans l'acronyme, c'est la DRAFPIC, donc ça va faire peur, donc je vais le détailler. Donc, c'est la délégation de région académique à la formation professionnelle initiale et continue. Donc, ça fait très long. Donc, pour résumer, schématiser, c'est le conseiller technique du recteur sur tout ce qui concerne la formation professionnelle, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on parle de plus en plus de formation tout au long de la vie. On ne fait plus le distinguo entre le début, le milieu et la fin, entre guillemets. Donc on parle de la formation professionnelle dans sa généralité. Et donc je fais partie de cette entité-là. Voilà. Et alors du coup, vous, au sein de votre CFA, quels sont les types de formations que vous proposez? Et surtout aussi, est-ce que vous les proposez en lien avec le tissu industriel, économique de ce territoire? Tout à fait, c'est exactement ça. Là, il y a eu des annonces qui ont été faites au printemps dernier par le président de la République de réformer le lycée professionnel et quelque part la formation professionnelle pour qu'elle soit au cœur des territoires, qu'on fasse de la GPEC quelque part, de la gestion de la compétence. Vous parlez de compétences tout à l'heure. C'est faire en sorte que la compétence soit sur chaque territoire en fonction des besoins. Voilà. Et donc au sein de la DRAFPIC, donc la délégation, moi j'ai trois casquettes entre guillemets, le CFA académique, donc qui repose sur tous les lycées de l'académie. Donc on a 70 sites de formation. On va du CAP à la licence pro. Donc Françoise, elle enchaîne après tout à l'heure sur la partie université, mais donc nous, on va de CAP à la licence pro et sur tous les métiers. Donc on prend appui sur les lycées professionnels qui sont déjà présents sur le territoire. Et donc on dispense la formation, soit statut scolaire, donc le parcours que l'on a connu toutes et tous par le passé, soit de plus en plus par l'apprentissage qui se développe. On a actuellement près de 2000 apprentis sur tout le territoire. Et aussi, on peut faire de la formation continue parce que des fois, on parlait de reconversion ou de besoin d'évoluer. Donc, on est en capacité de développer ça. Donc ça, c'est au niveau du CFA académique. Une autre de mes casquettes, c'est de développer la relation école-entreprise. Et donc, moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Dès que j'ai démarré, même en tant qu'enseignant, j'essaie toujours de travailler en relation, travailler en mode projet. Donc, voir si des entreprises n'avaient pas des projets à nous donner pour qu'on travaille avec les élèves. Même, j'entendais tout à l'heure des quatrièmes qui avaient monté une petite entreprise ici. Alors voilà, on peut démarrer petit sur des petits projets. Et plus on monte en études, plus le projet prend de l'ampleur. Et donc, le lien se fait naturellement. Donc, ça, c'est dans ma mission, quelque part, de rapprocher l'école à l'entreprise et vice-versa. Donc, essayer qu'il y ait le plus de porosité entre les deux. Comme ça, on arrivera à relever les challenges et les défis, parce qu'ils sont nombreux dans les années à venir. Donc, voilà. Et dernière casquette, ça a été une annonce aussi du président de la République, c'est de faire évoluer l'offre de formation pour qu'elle soit au cœur de chaque territoire, de chaque bassin de vie, comme on disait tout à l'heure.
Donc, c'est-à-dire qu'une entreprise Intel, je pense par exemple à Redex, si elle a des besoins en entreprise, elle puisse se tourner vers un établissement qui est à proximité et voir est-ce que cet établissement peut répondre à ce besoin-là ou est-ce qu'il peut mettre en relation avec un autre établissement. Donc, pour ce faire, on a créé ce qu'on appelle les bureaux des entreprises. Donc, dans chaque lycée professionnel, depuis la rentrée, on a un guichet unique, entre guillemets, qui sert à tout extérieur qui veut développer une offre de formation, qui a besoin d'une formation, on est en capacité de répondre. Donc, soit directement dans l'établissement, soit via un établissement partenaire. Est-ce que vous estimez, depuis que ce bureau guichet unique existe, donc un référent finalement école dédié pour le monde économique, est-ce que vous pensez que les entreprises de votre territoire sont informées de ce dispositif et qu'elles le mobilisent suffisamment pour être en interaction maximum avec vous, hein? Pas encore, parce que ça a démarré, c'est nouveau, mais il faut qu'on le fasse connaître, parce que c'est l'occasion. La semaine dernière, donc, il y avait la ministre déléguée à la formation professionnelle, Caroline Grandjean, qui était pas loin d'ici, et justement qui a fait la promotion de ce dispositif aux entreprises partenaires. Et donc, il faut qu'on martèle la présence de ce dispositif pour essayer de faire en sorte qu'il soit reconnu et qu'on réponde aux besoins des entreprises, parce qu'il y a certains secteurs, s'ils n'ont pas de salariés demain, ils vont devoir malheureusement refuser des contrats. C'est le cas, déjà. Oui, tout à fait. Donc là, on a tous ensemble un défi à relever. On parlait de France 2030, mais même c'est déjà 2023-2024, parce qu'il y a une telle tension sur certains métiers. Donc l'industrie, quelque part, c'est le métier d'avenir. Donc il faut oser, si je reprends l'expression qui a fait sens auprès de tous. Et est-ce que vous relevez aussi une augmentation qu'on voit un petit peu partout sur les formations par apprentissage? Est-ce que vous sentez que finalement chez les jeunes, l'apprentissage revêt quelque part maintenant une plus forte valeur que ça pouvait être le cas il y a quelques années où apprentissage c'était plus voie de garage? Là, on sent particulièrement parce que c'est porté par l'enseignement supérieur, mais est-ce que vous sentez sur tous les autres niveaux aussi de qualification cette appétence pour cette voie de la formation par apprentissage? On voit les chiffres. Alors certes, il y a les aides, il y a tout l'accompagnement qui a été fait au niveau national et la promotion qui a été faite, mais on voit que ça répond à un besoin quand on discute avec les jeunes qui sont passés sous le statut de l'apprentissage. Je pense que les collègues pourraient témoigner. C'est parce qu'ils ont voulu le faire. C'est plus une voie de garage, comme vous l'avez dit, c'est vraiment je veux, parce que, alors pour divers motifs, que ce soit la rémunération, mais c'est surtout le fait de rendre plus concret la formation et de répondre à un besoin d'entreprise. Donc quelque part, c'est déjà un pied dans l'entreprise. Donc on voit, ça marche très bien sur le supérieur, du post-bac, mais on voit petit à petit, c'est en train de prendre aussi sur du CAP, sur du bac, et aussi, là, pareil, un nouveau dispositif qu'on nous engage à développer, c'est des formations de niveau bac plus 1. Oui. Avoir une spécialisation complémentaire après un bac professionnel, parce que le bac professionnel, on n'a pas eu le temps de couvrir intégralement la formation, ou alors le contenu est un peu généraliste. Donc on va se spécialiser, par exemple, je pense au lycée Marguerite Audoux à côté, on va faire une spécialisation en soudure, parce qu'il y a des besoins de soudure, donc on va faire une mention complémentaire, 1 an, et là on sait, il y a une enquête qui est sortie semaine dernière, un jeune qui passe par une spécialisation, il a 22% de plus l'employabilité. Donc ça, on nous engage à le développer. Et s'il y a, là, pareil, il y a des diplômes qui existent dans le catalogue. Et ce qu'on dit aux entreprises aussi, c'est que si dans le catalogue de formation, que ce soit des titres, des diplômes éducation nationale, des CQP, ça n'existe pas, on peut le créer. Oui, donc ça, c'est important. Voilà. On a créé, par exemple, sur Orléans, une formation complémentaire pour, alors j'ai plus l'intitulé en tête exact, excusez-moi, c'est pour entretenir, réparer tous les trottinettes électriques, les vélos électriques, etc. Ouais, c'est de la maintenance, mais spécifique sur ces engins, entre guillemets. Et donc, on a des enseignants et un inspecteur.
on construit le référentiel, le programme de formation, et donc on a ouvert la formation pour répondre aux besoins, parce que il est nécessaire d'entretenir, de maintenir ces équipements en état, et donc il y a des emplois derrière à la clé. Donc ça aussi, c'est une nouveauté pour les entreprises. S'il y a des besoins qui ne sont pas pourvus par l'offre de formation, on se met autour d'une table et on construit le programme ensemble. Voilà. Et le point d'entrée, ce serait ce référent. Le bureau des entreprises. Voilà, qui est le trait d'union. Ouais. Donc, c'est vraiment un dispositif dont il faudra, je pense, beaucoup parler, parce que les besoins au niveau des entreprises est tel actuellement, c'est même atypique, les tensions qu'il y a sur le marché de l'emploi. Je pense que ça peut être un dispositif qui peut, en tout cas, aider, soulager, parce que si derrière, il y a des parcours de formation nouveaux qui se créent, c'est autant d'effectifs qui peuvent rejoindre ces entreprises. Donc, c'est une très bonne chose, une très bonne nouvelle, enfin, qu'il y ait cette interconnexion beaucoup plus étroite entre le monde économique et le monde académique, il faut illustrer très bien. Il faut rompre la segmentation. Cette segmentation qui existe encore sur certains territoires, mais qui a tendance à disparaître, et tant mieux. Et moi, c'est une de mes missions, c'est justement de faire fondre cette frontière, entre guillemets, ou de l'effacer. Et donc, quand on travaillera bien ensemble, là, je suis sûr qu'on arrivera à répondre à tous les enjeux de demain. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup, Dominique. Je ne sais pas si... Je n'ai pas de questions. C'est très bien, parce qu'on va faire le complément. J'ai découvert avec monsieur quelque chose que je ne connaissais pas. D'accord. Au plaisir que tu pourras mobiliser peut-être aussi, sûrement. Assurément. Voilà. Bon, je suis en Île-de-France. Enfin, on est partout sauf dans cette région-là, mais. Oui. Mais c'est un dispositif national. C'est national. Je crois que ça fait 2100 postes sur toute la France. Et nous aussi, on a pas mal de postes à pourvoir qui, malheureusement, peinent à trouver preneurs. Et je pense que la promotion de l'industrie à travers ce genre de véhicule, c'est à mon sens vraiment très utile. Tout à fait, c'est en multipliant toutes ces opérations-là qu'on arrivera. Tout à fait. Merci, monsieur. Merci Dominique. Et du coup, bonne transition par rapport à la prochaine invitée que nous avons. Donc là, nous accueillons à distance Françoise Levézu. Si vous nous entendez, vous nous voyez, Françoise? Je vous entends très bien, je vous vois très bien. Je ne sais pas si pour vous, c'est la même chose. Désolée de ne pas pouvoir être chez Redex ce jour. Eh bien, écoutez, nous, on vous accueille même à distance avec beaucoup de plaisir, parce que du coup, vous inscrivez dans la continuité un petit peu des propos que votre collègue Dominique Donval vient de nous exposer. Donc, lui nous a parlé des segments sur lesquels de formation il était. Et vous, quelque part, avant que vous nous les développiez, je vous laisse d'abord vous présenter et ensuite présenter les formations que vous hébergez au sein de votre CFA également. Bien, écoutez, moi, je fais partie de ces élèves qui n'étaient pas premières de la classe, mais qui étaient bonnes à peu près partout, qui s'intéressaient à plein de choses, qui, au moment de l'orientation, c'était pas si facile que ça. Pour autant, j'avais toujours entendu « fais des sciences, ça t'ouvrira toutes les portes et surtout à la compréhension du monde dans lequel tu vis ». Et j'ai retenu cette leçon et je trouve que c'était très important finalement d'essayer coûte que coûte de faire quand même des mathématiques, de la physique, même si c'était pas si facile que ça pour moi. Mais ça m'a été utile après. Pourquoi ? Parce que en fait, par on va dire un peu facilité, j'ai choisi d'abord une orientation STAPS parce que j'étais très bonne en sport et que j'aimais bien la relation avec les enfants puisque j'étais aussi monitrice de colonies de vacances. Et donc, j'ai entrepris ces études et tout en les entreprenant, j'ai compris que pour autant, si j'allais jusqu'à l'enseignement, ce serait avec des adolescents. Là, par contre, je ne m'y voyais plus d'être enseignante avec des adolescents, mais avec les petits, oui. Mais il n'y avait pas de projet d'enseignement pour les tout petits. Donc, j'ai commencé en même temps que STAPS. J'ai commencé une autre faculté, biologie cellulaire, parce que j'aimais apprendre ou comprendre comment fonctionne le corps, notamment le corps que j'utilisais tous les jours en allant m'entraîner en athlétisme. Et puis, je suis devenue aussi athlète de haut niveau entre-temps. Donc, ce qui a fait que le temps était bien compté. Et en avançant, j'ai toujours été comme ça, à apprendre ce qui me plaisait, à expérimenter aussi des expériences, notamment d'organisation de meetings nationaux et internationaux. Donc, de fil en aiguille, je me suis aperçu que finalement, j'aimais bien gérer, organiser, manager. Donc, j'ai fait l'IAE aussi.
Et donc, j'ai un parcours, en fait, avec des compétences sur la pédagogie, des compétences scientifiques et des compétences managériales. Et c'est comme ça que j'ai été, dans un premier temps, recrutée par le CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, dans lequel j'ai fait une grande partie de ma carrière et où, tout de suite, j'ai eu de l'appétence pour travailler directement avec les entreprises, puisque j'ai pu mettre en œuvre de la création de diplômes, de certifications, en intégrant complètement les besoins et la relation avec les entreprises et les industries, que ce soit des certificats Bac+2 ou carrément des diplômes d'ingénieur, comme ingénieur mécatronique, ingénieur sur ces technologies médias interactives numériques. Donc, le jeu vidéo peut aussi être utile dans les industries ou de l'IA data. Et de fil en aiguille, je suis devenue donc directrice du CFA des universités Centre Val-de-Loire, qui est un très bel outil de travail justement pour mener à bien des projets personnels et professionnels de jeunes en adéquation avec des besoins d'entreprises et d'industries du territoire régional, mais aussi à 20% d'entre eux en dehors de la région. Donc, on a aujourd'hui au sein des universités des parcours, en tout cas des diplômes, en adéquation avec les besoins industriels, parce que là, on va faire focus sur les industries, que ce soit industrie ou entreprise, en tout cas, nécessitant des compétences techniques, puisque ça peut aller du génie civil en passant au génie industriel avec toutes les options possibles, avec aussi tout ce qui est système d'information appliqué au développement industriel, des formations aussi en géomatique, mais également dans le milieu de la biologie, répondre aux besoins aussi des industries chimiques. Vous voyez, on a vraiment un panel très large de formation, de niveau but maintenant, le bachelor universitaire technologique, donc avec les 3 années d'enseignement, et puis des licences pro et des masters. Et pour aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est une appétence forte des jeunes de pouvoir faire leur formation par apprentissage et pareil, une grande demande d'entreprises industrielles pour intégrer des jeunes apprentis, les accompagner, sachant que l'apprentissage, le jeune apprend autant en entreprise qu'il apprend à l'université. L'entreprise est vraiment apprenante sur ses spécificités et j'oserais dire que les universités sont là pour former des jeunes capables d'apprendre à apprendre tout au long de leur vie, d'avoir les bonnes bases d'analyse scientifique, de façon aussi à pouvoir s'adapter, puis après, effectivement, avec des spécificités, puisque nous avons des enseignants-chercheurs qui sont experts de leur domaine, qui travaillent cela en recherche, notamment en lien aussi avec beaucoup d'entreprises, et qui vont être capables justement d'accompagner des étudiants apprentis à devenir des vrais professionnels, tout ça main dans la main avec les industries qui les accompagnent. Donc voilà, sachant qu'au niveau apprentissage, ce que l'on essaye aussi de développer, et ça c'est vraiment dans les méthodes pédagogiques au sein des IUT ou des UFR, donc des unités de formation et de recherche des universités, c'est de la pédagogie par projet, c'est leur donner les moyens de travailler en équipe, de se challenger, donc ils font souvent des challenges extérieurs, c'est-à-dire ils vont rentrer en compétition avec d'autres équipes de jeunes apprentis dans le milieu du supérieur, donc des challenges qui sont organisés avec des industries. C'est leur donner aussi des moyens eux-mêmes de monter des projets, et là le CFA peut les aider en leur subventionnant des parties de projet, leur donner aussi la possibilité de faire savoir ce qu'ils ont vécu dans leur apprentissage avec mon apprentissage en 180 secondes, leur donner la possibilité de la mobilité internationale. Donc ça, c'est aussi très important parce qu'une entreprise comme Redex, par exemple, est une entreprise qui rayonne à l'international et c'est important que les apprentis puissent vivre aussi un temps à l'international. Donc, c'est tous les moyens que l'on met pour véritablement faire en sorte que ce soit de futurs professionnels parfaitement intégrés dans l'entreprise. Nos enquêtes d'insertion 2022, des diplômés 2022, montrent que les jeunes qui sont dans le secteur technique, industriel, leur intégration à l'emploi, c'est entre 90% à 100%, 6 mois après la sortie de leur diplôme. Donc, c'est très bon. Enfin, je veux dire, on voit bien qu'il y a
une forte demande d'industrie, enfin de besoin de compétences dans l'industrie, et tous ceux qui font ce choix d'orientation n'ont aucun souci pour trouver de l'emploi, avec en plus, pour les apprentis, un démarrage dans leur carrière professionnelle qui est boosté, notamment sur le plan salaire, par rapport à ceux qui sortent de formation initiale classique. Voilà en gros ce que je peux dire sur le sujet. Qui est déjà très ambitieux, puisque c'est vrai que vous êtes complètement en complémentarité par rapport à votre collègue. Alors vous aussi, vous êtes sur ce territoire. Quels sont les services, là si on passe du côté de vos relations avec les entreprises, quels sont les services que vous proposez aussi avec votre écosystème d'entreprise pour adresser justement les bons profils au bon moment avec les bonnes compétences? Pour vous donner un ordre d'idée, cette année, nos conseillers de développement ont travaillé avec plus de 2800 entreprises et ça a correspondu à un travail sur 4000 offres. Alors, c'est quoi? On se met bien d'accord sur les attendus, c'est-à-dire qu'on analyse bien la demande de l'entreprise, on formalise avec elle ses attendus de façon à faire des liens en bonne adéquation avec les bons diplômes. Donc, les missions sont travaillées. Les liens avec les diplômes sont identifiés. Ensuite, ce sont les responsables de formation de chaque formation universitaire avec lesquels nous travaillons qui valident que ces offres sont, disons, en adéquation avec les attendus du diplôme, de façon à ce qu'on les propose aux candidats. Et nous faisons les mises en relation candidats à présenter aux entreprises, de façon à ce que les entreprises aient vraiment en face d'elles des candidats qui sont validés par les responsables de formation et que nous allons accompagner à savoir se présenter et notamment ultérieurement aussi à devenir un apprenti responsable en entreprise, parce que ça aussi c'est important. Il y a aussi des codes, il y a aussi des droits et des devoirs, et là-dessus nous les accompagnons pour une bonne intégration dans l'entreprise. Et du coup, est-ce que vous voyez, on va dire ces dernières années, une demande finalement qui émane des entreprises, alors autre que le besoin en volume, qui devient récurrent en ce moment? Est-ce qu'il y a, on va dire, un changement dans le contenu des demandes que les entreprises vous font sur les contenus ou autres, ou les profils? Je dirais que ça rejoint un peu les propos de Sylvie Bernard-Grandjean tout à l'heure, puisqu'elle parlait effectivement qu'à la fin, elle garde ou pas l'apprenti et que l'apprenti va peut-être avoir d'autres désirs. Je dirais qu'en amont, aujourd'hui, ce que je note par rapport à 20 ans de pratique de l'apprentissage dans le supérieur, c'est que l'entreprise, elle va être plus souple, je dirais, sur le candidat. Elle a un tel besoin qu'elle est un peu plus souple sur, je dirais, des spécificités. Elle est prête à jouer encore plus son jeu d'entreprise apprenante. Et ça, c'est une évolution. C'est-à-dire qu'avant, c'était un peu, on allait trouver le profil pile-poil qui rentrait dans toutes les cases. Là, on voit qu'il y a, comment dirais-je, cette souplesse-là. Et à l'inverse, chez les candidats, parce qu'il y a plus d'offres, et quelque part, ils sont plus exigeants par rapport à ce qu'ils imaginent être leur projet, en tout cas ce qu'ils souhaitent, les critères. Donc, nous essayons aussi avec les entreprises de travailler sur des points de valorisation de ce qu'elles apportent, et notamment toutes les questions liées aux enjeux aujourd'hui sociétaux que sont la transition écologique, la transition énergétique, comment l'entreprise travaille la question de l'éco-conception, puisque par ailleurs, c'est quelque chose qui est travaillé dans les formations à l'université. Les questions du bien-être au travail, c'est-à-dire quel type de management, la question de la diversité. Tous ces points sont des points où nous constatons que les candidats sont de plus en plus sensibles. Donc en fait, nous aidons aussi beaucoup d'entreprises à valoriser en fait ce qu'elles font souvent, mais qu'elles n'ont pas pris le temps suffisamment de mettre en avant. Voilà, donc ça c'est un travail que l'on fait avec elles.
Et est-ce que vous voyez, par exemple, aussi de la part de ces entreprises, notamment, on va dire, qui est un grand sujet de préoccupation en ce moment, le fait de vouloir intégrer, en tout cas de chercher dans les profils que vous formez, des personnes qui ont un bagage sur la transition écologique, tout ce qui est développement durable, puisqu'on sait que maintenant c'est un grand défi. Le défi de l'industrie, c'est d'être une industrie le plus propre possible, en tout cas ayant le moins d'impact pour la planète. Est-ce que c'est quelque chose qui émane aussi de ces entreprises pour que vous adaptiez aussi vos formations à l'aune de ce type de contenu? Alors, il faut savoir que dans l'enseignement supérieur et de la recherche, il y a une obligation aujourd'hui d'intégrer cette dimension transition écologique déjà dans les parcours de licence. Et puis, c'est vrai que j'oserais dire que sur pratiquement toutes les filières que je vous ai citées tout à l'heure, c'est intégré. Cette dimension-là, elle est intégrée parce qu'elle est aussi intégrée, je dirais, dans les questions de recherche et de développement aujourd'hui des universités. Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Le besoin de l'entreprise, il est là-dessus, et les formations intègrent cette dimension. Alors après, on a effectivement aussi des formations qui sont vraiment sur cette question-là, des formations autour de l'environnement qui sont vraiment pointues et spécifiques. Mais dans toutes celles autour des questions de l'industrie, ce sont des questions intégrées, l'aspect éco-conception, l'aspect transition éco-énergétique. Et alors pour conclure, Françoise, est-ce que vous auriez un message à l'attention de ces jeunes pour rejoindre votre CFA et toutes vos formations? Moi, le message, et l'industrie en général. Moi, je dirais que le message, c'est important, que ce soit au collège ou au lycée, de persévérer et de se dire, de continuer à minima les sciences, à minima, se dire que ça va être des outils plus tard de meilleure compréhension du monde et que c'est des moyens de s'ouvrir à beaucoup de filières. Mais néanmoins, si on ne l'a pas fait suffisamment, il faut aussi se dire que c'est toujours possible de reprendre. Et me concernant, c'est vrai que quand j'ai dû reprendre mes études en sciences, ça faisait déjà 2 ans que je n'en faisais plus réellement de mathématiques et de physique. Mais c'est toujours possible de reprendre. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a des parcours pédagogiques pour la reprise comme ça d'études scientifiques, notamment via des parcours à distance qui peuvent être des accompagnements lors de son intégration. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Il y a des passerelles aussi qui existent. Et c'est très important de ne pas lâcher les sciences au collège et au lycée. Merci beaucoup, Françoise. Ce qui va nous conduire à nos derniers invités, qui sont Nicolas et Laure de Souffron. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, on vous a invité aussi parce que vous êtes bonjour à vous deux, vous êtes une autre illustration finalement d'entreprise sur ce bassin de vie. Et comment effectivement vous aussi, de votre côté, par rapport à vos activités, eh bien, vous réussissez un petit peu ce challenge de trouver les talents dont vous avez besoin. Mais avant qu'on aborde ce sujet, je vous laisse chacun des deux déjà vous présenter. Tout d'abord, merci de nous avoir invités. Merci au groupe Redex et à Bruno et Sylvie Grandjean. Donc, alors le parcours. Donc, je commence par moi. Donc, ah oui. Donc voilà. Donc moi j'ai fait un bac général scientifique. J'ai toujours été intéressé par les sciences et la technique. Ensuite, j'ai pu intégrer des classes préparatoires et au bout de la première année de classe préparatoire, j'ai passé le concours de l'école des mines d'Alès. Très bonne école. Très bonne école que j'ai visité. Oui, non, ça, on est d'accord. Donc que j'ai visité et j'ai eu la chance d'être pris au concours et du coup j'ai dit oui et donc j'ai pu intégrer l'école à l'issue de Maths P. Dans l'école, donc j'ai fait la première année. La deuxième année, il y a eu un petit déclic. J'ai eu un module de simulation d'entreprise où on était un groupe de 10 et on a fait une simulation d'entreprise. J'adorais ça. Donc, et du coup, après, j'ai continué le parcours. J'ai eu le diplôme en juin 2000. Et là, j'ai dit, bon, l'entreprise, ça m'intéresse. Un jour, je vais en avoir une. Mais avant, je vais faire mon expérience dans des entreprises en tant que salarié pour être mature et m'aguerrir. Exactement. Donc, j'ai fait 5 ans en tant que responsable qualité dans une société qui concevait du matériel électronique pour les dentistes. Au bout de 5 ans, j'ai rencontré mon épouse. Et je l'ai rejointe à Paris. Et là, j'ai fait 5 ans dans une autre entreprise qui concevait des aiguilles pour les médecins anesthésistes. Et peu après notre mariage, j'ai dit à mon épouse, on va reprendre une entreprise.
Et là, elle m'a dit oui. Voilà. Vous avez de la chance, hein? Oui, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, donc je vais laisser mon épouse se présenter. Alors, Laure, quel est Voilà. votre parcours à vous, du coup? Alors, moi j'ai un bac littéraire en fait, donc ensuite donc un A2 hein, à l'époque, voilà, avec l'anglais, l'allemand, enfin voilà, espagnol. Et ensuite j'ai intégré donc un BTS en commerce international sur Dijon. Et après je me suis spécialisée en échanges franco-allemand en fait, commerciaux franco-allemands, donc ce qui m'a permis aussi d'avoir stage en Allemagne, etc. Donc ça c'était très bien. Et ensuite, j'ai continué par un master en commerce international toujours, avec donc Allemagne et Espagne cette fois. Ce qui me permettait d'avoir des compétences à l'international du coup assez fortes au niveau de l'export. Hein. J'étais spécialiste export. Et donc mon premier job, ça a été dans une société qui en fait fabriquait, concevait des machines de contrôle pour le verre creux. Et donc sur Paris. Et donc je suis restée 9 ans dans cette entreprise. Donc j'ai passé un petit peu de temps au début au service commercial export et ensuite j'ai petit à petit gravi les échelons pour passer en fait très vite à des postes de direction qui m'ont amené à faire de l'organisation de filiales à l'étranger, qui m'ont amené à être attachée de direction pour le groupe et aussi à être administratrice sur une entreprise belge. Et enfin, j'ai terminé par le poste de responsable RH sur un site de 150 personnes. Et finalement, à ce moment-là, justement, Nicolas m'a proposé de reprendre une entreprise. Et j'ai dit oui, parce qu'avec toutes mes compétences acquises et mes expériences, voilà, j'étais un plus. Voilà, exactement. Ça correspondait très bien à notre prise d'entreprise, en fait. Voilà. Et alors, que fait Steve? Puisque Steve, c'est le nom de votre entreprise. Oui, c'est le nom de notre entreprise. Donc, Steve conçoit, fabrique et commercialise des machines spéciales pour l'industrie du luxe. D'accord. Donc, plus précisément pour la maroquinerie, aussi un peu pour l'orfèvrerie, la parfumerie, et aussi on a quelques clients dans le domaine médical. Donc, voilà. Et vous avez un périmètre, du coup, qui est national, européen, international? Alors, nos machines sont vendues partout en France et aussi à l'international. En fait, on a des machines sur tous les continents. Ouais. Ce qu'il faut savoir, parce que vous êtes une TPE, hein, vous ne l'avez pas dit, vous êtes combien en tout? Alors nous sommes 20 salariés. On est assez flexible parce qu'on n'a pas une activité qui est toujours stable et régulière. Donc on a beaucoup de pics d'activité, donc on peut monter jusqu'à 35 personnes, ça nous est déjà arrivé. Donc dans ce cadre, nous avons des besoins en général, vu que nous concevons, fabriquons et commercialisons, on a besoin aussi bien de soudeurs, hein, ça c'est récurrent parce qu'on fait des bâtis donc mécano-soudés. Donc on a besoin beaucoup de soudeurs. On a aussi besoin de beaucoup de personnes en montage, assemblage, metteurs au point également. Les machines sont à 80% mécaniques, hein, donc on est surtout sur des compétences mécaniques requises. Et puis également automatisme, parce que même si nous nous adressons à la maroquinerie, qui est quand même très artisanale, ils ont besoin de machines qui aussi ont des automates, qui ont voilà, une certaine technicité. Et on a un bureau d'études donc de 6 personnes sur 20, ce qui est un gros bureau d'études en fait pour une petite cœur aussi peut-être PME. de la projection de vos activités vers le futur. Oui, c'est ça. Si vous n'aviez pas de bureau d'études, ça figerait aussi. Figerait l'activité, c'est vraiment c'est de là que tout part en fait. Hein. C'est que les clients ont des besoins, donc souvent il faut inventer. Bien sûr. En fait, notre raison d'être, c'est d'aider les artisans à mieux travailler les produits qu'ils travaillent. Donc ça peut être un seau de champagne en or, ça peut être une partie de cuir en crocodile ou en veau, ou tout ce qu'on veut. C'est des produits qui sont très très difficiles à travailler à la main et ils ont besoin d'équipements pour ça. Et pour qu'on leur fournisse des équipements, il nous faut tout ce que leur a dit. On a 10 métiers chez nous différents, ingénieur bureau d'études, monteur, ajusteur, on dit rien, mais bon, on fait de la soudure. Bien sûr. Donc, sur tous les niveaux de qualification. Sur tous les niveaux de qualification. Et on a toute la chaîne. Donc on fait travailler tout ce petit monde pour à la fin fournir un équipement où quand on voit l'artisan l'utiliser, il fait « Ah waouh, je peux travailler mon sac en croco sans l'endommager ». C'est incroyable, quoi.
Et donc vous disiez, Laure, que vous êtes amené parfois à passer d'une activité où vous êtes une vingtaine de salariés jusqu'à 35 au plus fort de vos activités. Oui. Comment vous ajustez le pilotage finalement de ce besoin en effectif par rapport à vos besoins de production? Comment vous trouvez ça dans votre écosystème? Alors, nous travaillons beaucoup avec les agences d'intérim, évidemment. J'essaie aussi d'avoir un vivier de personnes, parce que les personnes qui viennent, parfois, sont disponibles à certains moments de leur vie, et donc on les rappelle en direct pour voir si elles sont toujours disponibles, notamment. Par contre, comme c'est un métier assez technique, nous sommes quand même sur des longues périodes, c'est-à-dire que en général, on est sur des périodes entre 1 mois et 3 mois, 4 mois parfois, ou plus, en CDD ou en intérim. Et puis, alors, on essaie d'intéresser au maximum, au métier aussi de l'industrie. Donc, moi, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait on a travaillé avec le collège, je crois que c'est Mme Grandjean. Bon, moi, je suis même descendue à l'école primaire, parce que on a reçu. Donc là, on a reçu toute une classe de CM2 pour leur présenter les métiers, parce que ça commence tout petit. Voilà. Et puis ensuite, je travaille aussi beaucoup avec des organismes pour réinsertion, notamment les handicapés, pour justement réinsérer des personnes qui ont eu des accidents du travail, qui ont eu des problèmes dans leur vie, qui ne savent plus du tout si elles peuvent ou pas exercer un métier, qui ne connaissent pas toujours les métiers. Et donc, dans ce cadre-là, je les accueille et sur des stages quand même assez longs, de plusieurs semaines en général, pour qu'elles voient quelles sont les tâches qu'elles peuvent faire, qu'elles ne peuvent pas faire. Et puis, c'est comme ça qu'elles passent à plusieurs postes différents chez nous, puisque on a beaucoup de petites tâches aussi, de montage. Donc, c'est assez intéressant. Et donc, voilà un petit peu le vivier, les organismes avec lesquels on travaille. Alors ça, c'était très intéressant, puisque quand on a un petit peu échangé ensemble dans un entretien préparatoire, vous m'aviez dit qu'effectivement, le fait que vous puissiez aussi repérer tous ces talents qui sont ceux que possèdent les personnes porteuses d'un handicap visible ou invisible, ça leur permettait aussi finalement de trouver l'engagement que vous ne trouvez pas forcément parfois dans des personnes tout à fait valides que vous pouvez recruter, et que la chance que vous donnez à ces personnes-là vous permette aussi de pouvoir vous reposer sur des personnels motivés, engagés. Et c'est aussi, je pense, un message à l'attention aussi, et des jeunes ou moins jeunes qui sont porteurs de handicap, et aux entrepreneurs, aux entreprises, de aussi penser à ce public-là qui peut aussi intégrer utilement les entreprises. Et c'est quelque part un partage de bonnes pratiques, parce que vous remettez le pied à l'étrier à ces personnes, et vous-même, vous avez aussi des effectifs complètement motivés qui se surpassent souvent, parce que conscients d'avoir une chance en plus que vous leur donnez. Tout à fait. Et puis, on a aussi la satisfaction de voir que quelqu'un qui arrive, qui n'a pas travaillé parfois depuis plusieurs années, pendant 5 ans, pendant 8 ans, c'est des périodes parfois très, très longues. Au bout de 2 semaines, 3 semaines, il a trouvé déjà des choses à faire. Il a vu qu'il n'était pas forcément inemployable, etc. Ou elle a vu. Et du coup, c'est quand même assez... on a de très bons retours sur ce type de profil, en fait. En tout cas, je pense que vous devriez faire des émules, parce que je pense que c'est aussi dans cette situation pénurique qu'on connaît actuellement sur l'emploi, je pense que c'est aussi quelque part une manne de profils dont on ne pense pas, et qui existent bel et bien, et qui ne demandent qu'à être remis aussi sur les rails du travail. Pour conclure, Nicolas, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à finalement aux jeunes, aux moins jeunes, aux chefs d'entreprise comme vous aussi? Alors pour les jeunes, écoutez, moi je dirais, ayez confiance en l'avenir, lancez-vous. Comme disait Sylvie Bernard-Grandjean, on est dans une phase de transition. C'est vous qui avez l'opportunité de venir dans les industries pour travailler, pour venir changer les choses, quoi, en fait. Et donc c'est venir en apportant votre propre créativité, votre propre inventivité, votre énergie, pour participer au changement et bénéficier de l'expertise
de ceux qui sont déjà là, qui ont de l'expérience. Donc il faut vraiment se servir du passé pour construire le futur. Et donc il faut y aller comme ça, quoi. Et soyez comment dire, curieux. Il ne faut pas rester forcément dans son petit coin. Il ne faut pas hésiter à aller visiter, à poser des questions, aller dans les salons, rencontrer des gens, regarder les webinaires. Là, il faut y aller. Voilà, le futur est entre vos mains. Absolument. Merci beaucoup à toutes et à tous. Et alors on a un peu de retard, hein, donc on va quand même passer notre petite séquence ONICEP, voilà, que mes collègues de l'Office m'ont gentiment préparé. Donc, un petit mémo, en tout cas, par rapport à tous les parcours là qui ont été balayés. Donc, vous retrouverez sûrement des formations qui sont celles qui ont emprunté et qui ont eu nos différents invités, hein, sur les parcours qui conduisent au métier de l'industrie. Donc, comme vous voyez, les métiers, ils sont multiples. Les secteurs d'activité industrielle, il y en a pléthore, donc n'hésitez pas par rapport à vos centres d'intérêt, vos passions, eh bien vous pouvez trouver des combinaisons avec des métiers pour pouvoir, si vous rêvez d'aéronautique, eh bien vous pouvez aller trouver des métiers dans ce secteur-là par rapport à votre parcours de formation. Les profils, là aussi, sont différents et vous pouvez donc y accéder. On peut avancer même plus vite, par exemple, les petites slides. Merci. Voilà. Donc voilà, donc vous pouvez aller démarrer avec un bac pro, aller jusqu'au master ou plus. En tout cas, que vous empruntiez des formations sur la voie de la formation initiale ou en continu, vous avez bien compris avec nos différents invités que finalement, aujourd'hui, il faut se former tout le temps parce que tout va très vite. Donc n'hésitez pas non plus à penser à tout ce qui est formation personnelle, à l'auto-formation. Quand quelque chose vous intéresse, pensez à tout ce qui est MOOC, hein, tout ce qui est cours en ligne gratuit, qui existe sur tous les sujets, hein, actuellement, et où vous pouvez compléter aussi parfois votre curiosité en allant vous former un petit peu tout seul. Et comme le rappelle également ce slide, et comme nos invités l'ont dit, stop aux clichés, hein, puisque voilà, l'industrie, c'est un secteur hyper inclusif, où on peut progresser, on l'a vu aussi avec nos invités, et où eh bien, les stimulations sont là pour pouvoir, on va dire, avancer où on a envie et quand on a envie, et puis surtout pour se réaliser, c'est quand même ce qui est le plus important. Autre slide également, donc là, voilà, c'est l'illustration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parcours initial, enfin de parcours, pardon, idéal. Il y a des passerelles, donc on peut passer par la puériculture et finir aux achats. On peut commencer aussi avec voilà, un bac et finir aussi responsable. Ce qui est bien, justement, je pense, aujourd'hui, c'est que finalement, il y a une pluralité de possibilités. Certes, il faut les connaître, mais vous avez le site de l'ONICEP, notamment, qui est là pour vous rappeler que vous pouvez trouver, dernière slide, voilà, vous pouvez trouver toutes les informations donc auprès de notre partenaire qui est spécialisé quand même dans l'orientation. Et vous pouvez, là c'est les vacances, donc si certains sujets vous ont intéressé, allez les compléter en les recherchant sur les différents onglets du site de l'ONICEP qui vous permettra de pouvoir trouver toutes les réponses pratiques, avec pas mal de vidéos aussi, hein, que vous pourrez trouver pour illustrer parfois des métiers que vous recherchez. Donc c'est vraiment l'occasion de vous renseigner. Et les vacances, c'est pour se reposer, mais c'est aussi un petit peu pour construire son parcours sous un mode ludique, mais voilà, pierre après pierre, on construit aussi sa trajectoire. Donc n'hésitez pas à rechercher toutes ces informations du côté de l'ONICEP. Alors, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Et comme, a priori, vous avez tous été très clairs, donc nous n'avons pas de questions. Et voilà. Et pour ceux qui en avaient et qui n'osent pas les poser et où les questions peuvent surgir un peu plus tard, n'hésitez pas soit à me les envoyer, soit aussi à les poster directement sur le forum du MOOC Ose les métiers de l'industrie du futur. Je vous ai remis le lien dans le petit chat, donc n'hésitez pas à directement les poser. On vous répondra dans la foulée et rapidement. Donc nous sommes arrivés du coup au terme de cette émission. Anne-Sophie, si tu voulais, avant que je conclue l'émission, rajouter un petit mot.
Ben écoutez, moi j'ai découvert à travers vous tous des parcours qui certains sont déjà bien entamés, d'autres qui ont démarré, d'autres qui ont plein de projets. Ce qui est sûr, c'est que nous avons traversé l'industrie dans tous ses sens, puisque j'ai compris que chez Redex, on adressait beaucoup de métiers dans l'industrie. Nous sommes allés côtoyer le luxe l'instant de quelques minutes avec Nicolas et Laure, si je ne me suis pas trompée. C'est vraiment formidable tout ce qu'on peut faire dans l'industrie. Bon, chez nous, on ne fait pas toujours des choses aussi merveilleuses que chez vous, mais ça nous permet de porter l'électricité, donc c'est vraiment quelque chose qui nous éclaire tous les jours. Je voudrais juste conclure pour faire le lien avec ce que vous disiez, Sylvie. Nous sommes réellement dans une période de transition, et la transition, j'espère qu'elle profitera à l'industrie. Je voudrais vraiment terminer par une note d'espoir. L'industrie, moi je m'y suis épanouie, j'ai pas fini. J'espère encore y faire plein de choses. Ce qui est sûr, c'est que tous les produits que vous côtoyez, qu'ils soient dans la salle de bain, qu'ils soient dans le garage, qu'ils soient, on va dire, toutes les pièces de la maison, toutes les pièces de l'industrie, on va dire, que vous avez évoquées à travers vos témoignages, sont celles qui nous entourent. Elles ont été conçues par des ingénieurs quelquefois, mais surtout des merveilleux techniciens qui ont toujours eu des idées fabuleuses, parce qu'il ne faut pas oublier que les meilleures inventions sont nées d'un homme qui a eu une idée un jour et qui n'était pas systématiquement le meilleur des ingénieurs. Donc ce qui est important surtout, c'est de laisser la créativité s'élever, de continuer à croire, parce que moi je ne suis pas du tout pessimiste. Je reste persuadée qu'à travers nos jeunes talents, nous préparons l'avenir, et l'avenir... je regarde les gens qui sont à l'écran, l'avenir, il est entre vos mains. Nous, on a fait avancer de quelques pas, le reste à faire, mais il reste beaucoup à faire à une époque où les sciences et la technique sont essentielles. Ouais. Donc, bon courage, gardez espoir et surtout, venez chez nous. Absolument, c'est... Très bon message de conclusion. Et pour finir, je vous rappelle qu'il y aura un replay de cette émission d'ici demain, après-demain maximum. Mais en général, je peux compter sur ma collègue Émilie qui est à la production. En général, elle est hyper réactive. Donc, on aura sûrement un replay dès demain. Donc, n'hésitez pas à le retrouver sur la chaîne YouTube de l'IMT. Je voulais également en profiter pour remercier bien évidemment l'entreprise Redex de nous avoir accueillis, et à tous ses collaborateurs de nous avoir vraiment livré leur parcours, la richesse de leur métier, l'engagement qu'ils portent aussi à servir ce beau collectif que vous représentez tous. Et bien évidemment, pour cette organisation, je veux aussi saluer donc Mathilde Allier et Audrey Sanson, qui en amont avec moi avons quand même collaboré à ce que cette émission puisse se réaliser. Donc un grand merci à elles également. Et je vous donne, quant à moi, rendez-vous le mois prochain, donc le 22 novembre précisément. Nous serons chez Naval Group pour réaliser un webinaire qui sera consacré donc au métier de la défense même navale. Et donc là, on en saura un petit peu plus sur ces métiers, puisque les métiers de la défense navale, c'est pas comme les métiers qui sont dans l'armée, c'est pas que des métiers de combat, hein, c'est des métiers aussi qui vont vers la maintenance, la logistique, vers d'autres métiers qu'on retrouve dans d'autres secteurs. Voilà, et donc on va découvrir à cette occasion. Donc, écoutez, n'hésitez pas à nous suivre à cette occasion le 22 novembre. Et puis, écoutez, en quittant cette émission, vous aurez une petite enquête qui vous sera proposée. N'hésitez pas à y répondre, c'est comme ça qu'on s'améliore nous aussi de notre côté. Et puis, je vous souhaite en tout cas une bonne fin d'après-midi et n'hésitez pas à venir dans ces beaux métiers de l'industrie. Merci beaucoup et à bientôt. Au revoir.